Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Pedro Correa, artiste photographe, auteur, conférencier et passionné. Pedro, je l'ai découvert en visionnant la vidéo de son discours prononcé le 29 novembre 2019 lors de la cérémonie de remise des diplômes d'ingénieur civil à l'UC Louvain. Discours qui m'a fait réfléchir et pleurer. Écouter sa voix intérieure, trouver sa mission de vie, explorer son être pour trouver son bonheur, sont autant de notions qu'il aborde dans ce discours et sur lesquelles il revient dans cette interview. Ancien ingénieur ne se sentant pas à sa place, c'est à la mort de son père qu'il a le déclic pour changer de vie et se consacrer progressivement à sa passion. Ensemble, on parle de transgénérationnel, d'intuition, de voix intérieure et extérieure, de changement sociétal, de pouvoir du groupe, de militantisme dans le développement personnel, de préférer la joie au bonheur, d'éducation et de bien d'autres choses. Je retiens des dizaines de leçons de cet épisode, dont les suivantes. Changer de vie, de voie, d'entourage prend et demande du temps. Préférer la joie au bonheur, prendre note du degré de joie que l'on ressent lorsque l'on fait telle ou telle chose et s'en servir de boussole intérieure pour effectuer des changements. S'écouter soi et uniquement soi. Bonne écoute. Bonjour Pedro. Bonjour Laura. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast à distance. Ma première question, elle est très simple. J'ai l'habitude de la poser à mes invités. Comment tu vas ? Je vais bien. C'est une question qu'on pose souvent, mais qu'on répond rarement honnêtement, ou on prend rarement le temps de vraiment la répondre. Non, moi je vais bien. Je vais même très bien. Ouais. Oui, je suis assez serein, confiant, excité par les projets, par tout ce qui arrive. Très heureux avec ma famille. Ouais. Voilà, mon écriture et tout ça. Et ravi d'être ici avec toi ce matin. Génial. Certains artistes que j'ai reçus pendant ou juste après le confinement me disaient qu'ils avaient vu leur art un petit peu, leur créativité un petit peu altérée pendant le Covid et le confinement. Est-ce que ça a été ton cas ? Oui. Oui, forcément, ça a été mon cas et à la fois, mon cas est un peu particulier parce que donc moi, je donnais ce discours aux jeunes diplômés fin 2019, donc vraiment quelques mois avant le confinement, et qui est devenu viral très très vite. Il a été vu des millions de fois et suite à ça, la maison d'édition L'Iconoclaste à Paris, qui est une très, très belle et grande maison d'édition, m'a proposé d'écrire un livre qui, coïncidence ou pas, était déjà dans mes tiroirs en fait, que j'avais commencé à écrire il y a 2 ans auparavant.
Et ce qui fait que une fois que le Covid et le confinement sont arrivés, autant toutes mes expositions ont été annulées, autant du coup ça m'a vraiment donné beaucoup de temps ça a tout libéré en fait pour écrire ce livre. Et donc c'est forcément oui, il y a tout mon horaire, ma planification, mes projets qui ont été chamboulés, mais à la fois je dois dire que exceptionnellement, ou en tout cas je me sens très chanceux d'avoir pu bénéficier de ce changement qui est en fait tombé à point nommé et qui a permis en fait que ce livre sorte assez rapidement. J'ai eu de janvier à juillet pour l'écrire tranquillement. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, comment tu te présenterais? Est-ce que tu dirais que tu es un photographe, un écrivain, Ouais, un c'est inspirateur? difficile. Comment tu te décrirais? Ouais, pour tous les gens comme ça euh, les slashers, je sais pas comment on appelle ça, Slasher, ouais, les c'est gens. pas mal utilisé. Ouais, mais c'est difficile du coup parce que on n'aime plus trop. Enfin, moi, j'aime plus trop me définir ou en tout cas, avant, je n'aimais pas trop me définir par mon poste de travail. Maintenant, c'est difficile parce que ça embrasse tellement mes passions que oui, je peux dire que je suis à la fois artiste photographe, auteur, conférencier et père de 2 enfants, 2 fils. Ouais, je trouve que c'est déjà pas mal. Mm. Ouais. Comme toutes mes interviews, j'ai l'habitude de faire beaucoup de recherches sur mes invités en amont. Ah oui. Et tu dis à un moment dans une interview, et on va rentrer de toute façon plus dans le vif du sujet, tu dis: quand je me retrouve en face de quelqu'un énervé par mes idées au point d'en devenir agressif, je sais que c'est quelqu'un dans la souffrance qui est remué par ce qu'il entend. Et ensuite tu ajoutes, donc par rapport à ton discours que tu as fait, je ne peux que semer la graine et semer la discorde intérieure. Donc j'ai deux questions. Dans quelle mesure, en fait, les gens ont été dérangés, ont pu être dérangés à un moment parce que tu dis, parce que tu exposes comme idée, et on y reviendra aussi tout au long de l'interview. Et qu'as-tu voulu dire par cette phrase, le fait de semer la graine et semer la discorde intérieure? Oui. Euh, Par rapport au retour, euh, ils ont, enfin, l'énorme majorité des retours ont été extrêmement touchants. Euh, Vraiment, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont positifs, mais en tout cas, voilà, moi je les ai tous trouvés extrêmement touchants. De remerciements, beaucoup du fait de se sentir moins seul. Euh, il y avait vraiment cette idée du fait d'avoir dit quelque chose que les gens attendaient, que les gens savaient. Donc, j'ai rien dit de nouveau. Il y a ce constat-là qui, moi, au début, m'a surpris, en fait, parce que je me suis dit, comment est-ce que c'est devenu tellement viral alors que je dis vraiment rien d'extraordinaire. Enfin, je dis juste qu'il faudrait commencer à se poser les bonnes questions lorsqu'on a un diplôme. Les bonnes questions étant celles qui, qui, a- qui ont attrait à la joie, au bonheur, à ce qui nous meut vraiment, ce qui nous touche, ce qui nous passionne, plutôt qu'à voilà, où est-ce que je vais être payé le plus, où est-ce que je vais avoir la meilleure voiture de société. C'est quelque chose qui, moi, me semblait Universel, assez, basique. ouais, assez obvious, Mm. élémentaire. Et que du coup, tout le monde savait au fond de soi que c'était quelque chose d'important. Mais qu'il était, voilà, que quelque part la société attendait d'être dit à voix haute, quoi. Mm. Non. J'ai dit à ce moment-là quelque chose que beaucoup pensaient et qui n'osaient pas dire en public. Et le fait de l'avoir dit voilà, à cet endroit-là, non seulement en public, mais carrément dans un auditoire de Polytechnique, ça a vraiment réveillé beaucoup de conscience, je pense, qui, malgré le fait de savoir d'avoir ce message en elles, ils l'ont vraiment intégré. Ils se sont dit, en fait, peut-être que je devrais donner plus de place à cette intuition que j'ai en moi. Et donc, pour revenir à cette graine,
je pense que cet éveil-là, par rapport à soi-même, par rapport à ses certitudes, à ce que l'on veut faire dans la vie, ses passions, sa voix intérieure, tout ce dont je parle à ce moment-là, qui sont des termes assez subtils, c'est des choses qui prennent du temps, tu vois, il y a pas de déclic soudain, il n'y a pas de changement comme ça qui puisse se faire du jour au lendemain. Donc je pense que je ne peux que semer la graine de ce doute, ou de, je crois que tu dis que je prononce le mot de la discorde. Oui. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai dit cette phrase-là. Mais oui, je pense que ça me ressemble. C'est en tout cas semer un questionnement, une remise en question, ouais, qui te met du coup quelque part en inconfort parce que tu remets en question des choses qui ont été acquises et peut-être élémentaires pour toi pendant des années, voire des générations. Mais je pense que c'est important et presque nécessaire de remettre tout ça en question pour se retrouver soi-même. Et comme anecdote, par rapport à ça, qui illustre pas mal, j'ai eu, donc j'ai eu énormément de commentaires de gens qui ont écouté le discours. Et j'ai eu aussi quelques commentaires d'étudiants qui étaient dans la salle ce soir-là. Donc qui étaient les premiers impliqués, les premiers visés. Et il y avait un jeune étudiant, enfin il venait d'avoir son diplôme et il allait commencer à travailler le lundi d'après. Il était déjà en burn-out avant même de commencer, tellement ça l'a angoissé ce poste. Et il me dit, ce soir-là, lui, il avait été là un peu, déjà il était un peu dégoûté de la vie qu'il attendait. Donc ce diplôme-là, il l'attendait pas vraiment avec enthousiasme et encore moins les discours qui allaient avec, tu vois. Il s'attendait à un discours classique, classique comme d'habitude, ouais. continuiste, quoi, non, un discours qui va dans la continuation de tout ce qui a été fait là, qui le réconforte dans leur choix, etc. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. En fait, c'est au début de l'école que tu aurais dû faire ce discours et pas à la fin. Je suis pas sûr qu'on m'inviterait du coup. Mais donc, ce qu'il me disait, c'est que ce soir-là, déjà, il n'a pas dormi et il a vomi toute la nuit. Et donc, ça illustre bien cette question du fait de remuer les entrailles, quoi, de remuer, rien qu'avec des mots, remuer certaines certitudes, les remettre en question. Et cette personne, maintenant, c'est 2 ans plus tard, il est photographe. Et il est très heureux et c'est pas facile, forcément, parce qu'il n'a pas fait ça du jour au lendemain. Donc, comme moi, il a dû faire des aménagements, des pauses, revenir, questionnements, des doutes. C'est tout un chemin qui commence. Et pour comprendre, puisque tu es en effet passé donc d'ingénieur à artiste, c'est une question que je pose à tous mes invités. Je sais qu'on doit beaucoup aussi te la poser sur les podcasts auxquels tu participes, mais je n'ai volontairement pas écouté les autres podcasts auxquels tu as participé. Quel enfant étais-tu pour comprendre aussi, quel genre de petit garçon tu étais et que faisaient tes parents? Ouais, mon père était prof de littérature française et espagnole, de là que l'on ait beaucoup voyagé en France. Donc moi, je suis né à Madrid, mais je suis très vite, on a tous très vite déménagé à Avignon. Donc j'ai appris l'espagnol, forcément toute ma famille est en Espagne, mais on a passé ces 8 premières années à Avignon. Donc j'ai appris, j'étais très tôt bilingue avec l'accent du Sud que j'ai perdu depuis. Et puis on est retourné, on a fait des allers-retours avec Madrid, puis on est arrivé à Bruxelles. Et ma mère était artiste. Et lors de ma naissance, elle commençait en fait les beaux-arts. Donc non seulement elle était artiste, mais elle était étudiante des beaux-arts. Ce qui, pour moi, est quelque chose d'encore plus puissant, puisque c'est au moment où elle-même, elle est en train d'apprendre, d'absorber tout ça. Et donc moi, j'ai grandi entre les livres de mon père et les expos, les galeries, les musées de ma mère, où elle m'expliquait les grands peintres, les grands classiques. Et donc j'étais un enfant. Pour moi, cette ambiance-là, elle m'allait super bien. Donc, je sais que mon frère, par exemple, lui, était beaucoup plus extraverti, physique. Il avait besoin de se dépenser autrement. Moi, le fait d'être là entre des livres et des peintures, ça m'allait comme un gant et j'adorais. J'écrivais moi-même, je dessinais moi-même avec ma mère. J'écrivais beaucoup, j'adorais les rédactions à l'école. Tous les profs ont toujours dit qu'il fallait encourager ça.
Et puis le dessin, donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que voilà, depuis toujours, il y a eu cette fibre qui était naturelle en moi, qui était d'être dans la création, dans l'écriture et la création artistique. Et malgré tout, je suis devenu ingénieur. Donc j'ai fait Polytech, j'ai fait un doctorat en sciences appliquées. Et donc ça fait une espèce de parenthèse dans ma vie, comme ça un peu artificielle, Mais quand je regarde après coup. petit, tu savais que ce que tu voulais faire, tu exprimais des choses à tes parents? C'est difficile d'exprimer, c'est ça qui pour moi un peu une critique, c'est qu'on n'écoute pas assez les enfants, et on ne leur parle pas assez clairement, tu vois. Quand t'es enfant, t'as l'impression de rien comprendre au monde. Et donc, tu prends le monde tel qu'il t'est présenté par les adultes. Et donc, le monde que moi, je, je voyais autour de moi, c'était un monde où ma mère était artiste, mais où elle ne pouvait pas en vivre. Elle avait en tout cas, elle, décidé de ne pas en vivre. Elle faisait les beaux-arts, mais elle ne vendait pas, elle s'occupait de nous. Et c'était mon père qui avait un travail plus sérieux, qui ramenait l'argent. Et donc, moi, malgré le fait que j'avais toutes ces passions, je les voyais voilà, un peu comme ma mère, quelque chose que j'allais faire pour m'amuser, à côté. Mais il faudrait quand même que je trouve un travail sérieux, entre guillemets, pour gagner de l'argent. Et ce discours-là, mais il m'a été évidemment souligné, renforcé au fil des années par mon père, même par ma mère aussi, par tout le monde, par les profs, par les parents d'amis, qui avaient tous euh, voilà, des postes assez classiques, etc. Et donc, exprimer des choses, c'est difficile, je sais pas. En tout cas, oui, moi, je passais tout mon temps à écrire, à dessiner, ça, c'était un fait. Et si mes parents avaient été un peu attentifs, ils auraient vu que c'était ça ma vraie passion. Enfin, je pense, et là, j'ai aucune rancune, et c'est pas du tout une critique. Tout ce qu'ils ont fait et tout ce que les parents font pour leurs enfants, ils le font par amour. Donc oui, je suppose qu'ils voyaient bien que j'étais plutôt créatif, mais que voilà, j'avais aussi quand même quelques aptitudes scientifiques, et donc autant s'engouffrer dans cette brèche-là qui pourrait être plus tranquille, plus classique pour moi. Pour un bon père de famille. Voilà, pour un bon père de famille. Et lorsque tu t'es embarqué dans ces études d'ingénieur, et ensuite quand tu es devenu ingénieur, est-ce que tu as eu un sentiment de désalignement, ou c'est venu bien après? Oui, le désalignement, il était là depuis le début. Il était là très tôt. Je pense que j'ai tenu le coup grâce aux amis que j'ai fait à ce moment-là. Donc le social était, il reste pour moi quelque chose de très important, et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui étaient vraiment, voilà, des gens extraordinaires à Polytech. Et je m'amusais comme un fou avec eux. C'était des gens qui étaient intellectuellement très stimulants, très drôles. Je dis pas que c'est la majorité des gens qu'il y avait dans l'auditoire, mais en tout cas, on a pu se retrouver dans un petit groupe comme ça de voilà, peut-être de moutons noirs, je sais pas, de gens qui me convenaient, et qui ont fait que ces études, en fait, malgré le fait que moi, je me sentais pas du tout à ma place au niveau des études, j'ai tenu bon, et j'en ai même profité. Mais pour répondre à ta question, oui, au fond de moi, je savais depuis le début que c'était des études qui ne me correspondaient pas, ou en tout cas qui n'allaient pas faire mon bonheur. Et c'est pour ça que moi, je continuais très très fort à faire de la création à côté de ça. Donc, pendant mes études d'ingénieur, j'étais aussi critique de cinéma pour un grand groupe de salles de cinéma. J'ai fait un court-métrage d'animation par ordinateur. Puis pendant mon doctorat, j'ai carrément suivi des cours du soir aux Beaux-Arts. Donc voilà, j'ai refusé Oui, une vie parallèle, de fermer la porte Mm. complètement. Et donc j'ai vécu, j'ai continué à faire vivre ce côté créatif et artistique en dilettante, comme ça, en cachette, le soir, les week-ends, les vacances.
Mais résigné, un peu comme tout le monde. Et ce que j'étais depuis tout petit, c'est voilà, ce que je fais et le monde dans lequel je suis tombé, ce n'est pas ce que j'aime, ce n'est pas ce que j'aimerais faire à plein temps. Mais il paraît que c'est comme ça. Il Ouais. paraît que c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, résigné, enfin, non seulement résigné, mais voilà, en faisant confiance aux adultes, en faisant confiance au système. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, c'était comme ça que j'allais réussir dans la vie, être un bon père de famille et au final, peut-être être heureux du coup. Oui. Et donc j'ai suivi toutes ces étapes à la lettre comme un bon élève en faisant confiance, ouais. Et est-ce que tu avais, pendant cette période, donc bien sûr, tu avais toute ta vie parallèle où tu étais heureux, où tu t'exprimais, où tu exprimais ton art, mais est-ce que, par exemple, quand tu étais en train de travailler en tant qu'ingénieur, et puis est-ce que tu avais peut-être des réactions physiques ou mentales qui te disaient que tu étais profondément pas à ta place? On sait très bien que le corps parle bien Mhm. avant que le mental. Toi, est-ce que ça te manifestait ou non? Comme tu étais satisfait de ton côté artistique, voilà, t'arrivais à avoir les deux. Euh, oui, oui, j'avais pas mal d'angoisse, ouais. J'avais Ouais, j'avais un grand stress, surtout avec ces examens. C'est vraiment extrêmement demandeur. Je le dis dans ce discours et c'est vraiment un reproche que je fais à ces études, mais vraiment à beaucoup d'autres études aussi. C'est vraiment cette forme d'élitisme, de recherche de la perfection. En fait, c'est un reproche que je fais à tout le système. Hmm. Tout le système dans lequel on est, c'est un système qui est basé sur la compétition. C'est la base du capitalisme. C'est néolibéral, c'est voilà, c'est les grandes entreprises qui vont soit de croître, soit de mourir. La compétition, c'est à la base de tout ça, ça nous individualise et ça commence à l'école et puis encore plus à l'université où là, tout est basé sur les points, sur les bulletins, les postes auxquels on va pouvoir que l'on va pouvoir avoir vont être aussi conditionnés par les points que l'on va recevoir pendant l'année. Donc tout est vraiment très, très axé là-dessus. C'est très angoissant, euh, très anxiogène. Et du coup, moi, voilà, j'avais quand même, malgré les fêtes et tout ça, j'avais quand même un grand stress latent. Je vomissais souvent. Tu parles de réactions physiques. Je vomissais souvent à l'approche des examens ou pendant Ouais. les examens. Et puis il y a l'alcool, ça c'est quelque chose qui est pas du tout un secret. Dans notre société, je pense que l'alcool, les beuveries, les grosses fêtes, surtout quand on est étudiant, c'est une forme d'échappatoire. C'est clairement une valve qui nous aide à décompresser toute cette anxiété, tout ce stress. Après les examens, waouh, on lâche tout, on se saoule, on fait la fête à fond. Euh, Hmm. et, et moi, de plus en plus, je me reconnaissais pas dans ces travers, quoi, ni dans cette anxiété, ni dans le besoin de devoir Compenser. avoir Ouais. recours à ces décompensations Oui. pour subsister. Hmm. Donc oui, il y avait clairement des signes. Ouais. Là, c'est sûr qu'on peut pas les louper. J'ai envie de parler justement de ce changement de voix avec toi, bien Mhm. sûr. Tu parles de plusieurs claques au fil de ton parcours hein, qui t'ont conduit à changer de voix jusqu'à la mort Mhm. de ton papa, qui a provoqué un déclic en te ramenant, je te cite, à ta propre mortalité. Est-ce que tu peux me parler de ces claques consécutives? Donc mon changement de vie, ça a été très dilué dans le temps, très lent. C'était un grand changement et ça, j'aime bien insister sur le fait que des changements de vie aussi radicaux, qui sont à la fois des changements familiaux, des changements de cercle d'amis, des changements professionnels, des changements d'idées, en fait, de philosophie de vie. Ça peut, je pense pas que ça puisse se faire rapidement. Je pense pas que ça puisse se faire de façon brutale, abrupte. Même si c'est des changements radicaux, ça veut pas dire que ce soit des changements rapides. Je pense que voilà, que c'est un mythe à nouveau du système néolibéral qui aime bien que tout aille très vite et qui aime bien souligner les espèces d'histoires à succès du gars qui change du jour au lendemain et qui trouve sa voie du jour au lendemain. C'est des très belles histoires. Je pense pas qu'elles puissent vraiment arriver comme ça pour des changements qui sont aussi profonds et aussi ancrés. Je pense pas que ça puisse se faire si vite. Donc oui, moi je crois
après tout ce qu'on a déjà dit, donc par rapport à ce malaise qui était latent, etc. Mais que je vivais résigné en me disant voilà, la vie c'est comme ça, j'ai quand même finalement un bon travail, une femme qui est comme moi, voilà, qui a un bon poste, on a un enfant qui est magnifique, une belle maison, des belles voitures, etc. Il y a quand même eu ce déclic qui est en fait plus qu'un déclic, un événement clé, qui est celui de la mort de mon père. Et à partir de là, à nouveau, très lentement, tout a commencé à vraiment être chamboulé. Et j'aime beaucoup revenir à cette notion de deuil le deuil, ça prend vraiment du temps. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, qui a beaucoup d'étapes par lesquelles il faut passer. Et moi, j'ai l'impression que j'ai fait un double deuil à ce moment-là, parce que le deuil de la mort de mon père a éveillé, comme tu disais, une crise existentielle. Il m'a mis nez à nez avec ma mortalité, et donc il m'a fait comprendre de façon extrêmement pragmatique et dans le dur, et non plus de façon théorique, comme on l'apprend partout, que nous allons mourir, quoi. Donc cette notion théorique que nous sommes mortels, je la trouve voilà, très éthérée, très vaporeuse, très théorique. Et c'est vrai qu'on le sait tous. Il n'y a personne, je pense, qui puisse dire qu'il est immortel, et on va le traiter de fou. Par contre, il y a très peu de gens qui puissent dire aussi je sais que je vais mourir, et je sais que je peux mourir demain. Donc entre les deux, je pense vraiment qu'il y a une expérience à faire de notre propre mortalité, qui va venir nous dire qu'en fait, on n'est pas mortel de façon théorique. On est mortel d'une façon extrêmement dure et qui peut arriver demain. Et quand on sait ça, mais toutes les priorités sont chamboulées. Et c'est quelque chose qui est pas du tout. Enfin, je suis pas du tout original par rapport à ça. Tous ceux qui frôlent la mort le disent. Tous ceux qui ont un cancer, tous ceux qui survivent d'un accident, ils vont le dire. Ils vont dire voilà, je me rends compte que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Je ne le savais pas avant, et c'est ça qui est surprenant. Il y a vraiment très peu de gens qui se rendent compte qu'en fait, ça peut arriver du jour au lendemain, que chaque seconde est précieuse, et que nos priorités doivent vraiment être en accord avec nous, sinon on est en train de perdre ces précieuses secondes. Elles sont en train de s'écouler comme ça. Et donc, à partir de là, très lentement, voilà, c'est un processus de deuil qui fait que on commence à se poser cette question qui, moi, m'est venue peu après ça, et qui me disait, si maintenant que tu sais que tu pourrais mourir demain, est-ce que tu changerais quelque chose à cette dernière journée que tu aurais passée? Et cette question, à partir de là, elle m'est revenue tous les jours. Et quand tu te poses cette question tous les jours, ben forcément, tu finis par un moment donné, voilà, tu commences par te dire, voilà, il y a des petites choses, et puis tu finis tôt ou tard par t'attaquer aux grandes choses, à ces choses qui ont l'air immuables, que tu as fait depuis toute ta vie, qui ont l'air des montagnes immenses à bouger, mais que tu n'as plus le choix. Voilà, moi, mon travail, j'avais un bac plus 9, j'étais dans une entreprise, dans une espèce de grande ligne droite de carrière. Tout le monde me promettait les meilleurs postes, tout le monde était content avec mon travail. Donc c'est immense de se dire, ok, ça me convient pas, et je vais commencer à voir comment est-ce que je peux bouger cette énorme montagne qui m'a pris toute une vie à gravir. Et justement, avant de voir un petit peu les actions que tu as mises en place pour changer de vie, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un élément déclencheur fort pour se poser des questions et se ramener finalement à soi? C'est une très bonne question. C'est une question que je me suis longtemps posée en écrivant le livre. J'ai une théorie maintenant. Maintenant que j'ai pu un peu, beaucoup parler à des gens qui sont tristes, qui sont en burn-out, qui sont comme je disais, je fais le deuil, je fais le lien, pardon, entre le deuil que j'ai subi de la mort de mon père et un double deuil. L'autre deuil étant celui de l'histoire qu'on m'a racontée, du système en place, et des étapes que l'on m'a fait franchir en me promettant une morale à cette histoire qui était la fin, ils vécurent heureux.
Et il y a ce deuil de se dire, OK, moi j'ai fait toutes les étapes, et au bout, il y avait pas cette morale de bonheur qu'on m'avait promis. Et donc, il y a un énorme deuil qui se fait à ce moment-là et que moi j'ai subi en double, parce que la mort de mon père a éveillé ce deuxième deuil qui était le deuil du rêve capitaliste ou du rêve carriériste, appelle-le comme tu veux. Et ce deuil, il est très très fort. Hein. C'est pas une figure ici que je suis en train, une métaphore ou quoi. Non, moi je fais vraiment des liens. J'étais parlé à des groupes de gens qui sont en burn-out et ils parlent de c'est les mêmes 5 étapes de deuil, de sidération, de colère, de tristesse, de reprise en main, etc. Parce que, comme moi, ils avaient suivi toutes les étapes. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est épuisé, on a fait tout ce qu'il fallait et on n'a plus de solution. On ne sait plus vers qui se tourner si on a fait tout ce qu'il fallait. Parce que si on n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, on pourrait se dire, OK, voilà, j'ai loupé un truc. Mais quand on a fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on nous a dit, tout ce que le système, le mode d'emploi du système, quand on fait tout ça et qu'à la fin, le bonheur est toujours pas au rendez-vous, mais il y a quelque chose qui s'écroule au fond de nous et qui est de l'ordre de la tristesse, de l'incompréhension, pourquoi est-ce qu'on m'a menti, et qui est aussi de l'ordre de la fatigue, parce que voilà, déjà je suis fatigué parce que j'ai dû construire tout ça, et maintenant je suis fatigué rien qu'au fait de penser que je vais devoir reconstruire autre chose de différent. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut être très 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 doux, très compréhensif, très dans l'empathie avec toutes ces personnes qui sont paumées, qui sont en burn-out, qui sont fatiguées, qui sont tristes, qui sont déprimées en ce moment. Parce que c'est vraiment une époque qui favorise ça. C'est une époque de changement où on est vraiment en train de se rendre compte, au niveau d'espèce, que ce système, en fait, il nous amène plein de choses, mais il nous amène pas le bonheur, en tout cas pas de façon automatique. Et c'est un énorme boulot qui est à prendre en main. Et pour du coup répondre à ta question, ça on va pouvoir couper parce que pas de problème. Est-ce que tu penses il faut Ouais. un élément déclencheur fort Oui, c'est ça. pour changer de vie, tout simplement? Ouais, donc pour répondre à cette question de l'élément déclencheur, moi voilà, et c'est pour ça que je parlais de burn-out. Ouais. C'est que je pense que jusqu'ici, oui. En tout cas, toutes les histoires, les livres, il y en a des centaines, j'en ai lu énormément de gens qui changent de vie. Elles sont quasi toujours liées à un événement clé marquant, souvent de vie ou de mort. J'ai eu un cancer, mon proche est mort, un truc comme ça très très fort. Et je pense que de moins en moins, en tout cas les générations qui viennent, elles ont de moins en moins besoin de ce grand déclencheur parce on est tous en train de le vivre. Oui. Ce deuil sociétal. Les burn-out, c'est rien d'autre qu'un éveil existentiel. Comme je disais, c'est un deuil qui est suivi ou qui est conséquence d'un éveil existentiel. Et donc, tous ces burn-out, ils n'ont pas forcément vécu un truc catastrophique, à part cette énorme tristesse de faire quelque chose qui ne leur convient pas et qui manque de sens à leurs yeux. Donc je pense que déjà cette énorme tristesse aujourd'hui est suffisante, ou est en tout cas germe pour un changement sans avoir besoin d'une énorme catastrophe personnelle. Parce que voilà, on en voit déjà autour de nous. Mon fils, par exemple, il sait que le changement est possible parce qu'il m'a vu, il sait, enfin moi et d'autres, mais je dis moi parce qu'on vit ensemble. Comme moi, il y a de plus en plus d'exemples de gens qui changent et pour qui le changement n'est pas synonyme de tragédie. Et donc, on a moins en moins besoin de tragédie personnelle que pour se rendre compte qu'on peut changer. Ouais, complètement. Et pourtant, et ce qui est hyper intéressant dans ton livre, tu dis qu'il est facile de s'enfermer en fait dans la sécurité et de se mettre des barrières physiques et mentales justement pour pas s'écouter. Et c'est vrai que c'est hyper vrai. On le voit tous les jours, des gens qui restent dans leurs conditions de mal-être. Ils savent qu'ils sont mal et pourtant ils se disent qu'ils sont bien. Et il y a des grosses barrières qui sont présentes en eux. Et vous l'exprimez vraiment dans ton livre. Tu l'exprimes dans ton livre. Est-ce que tu peux développer ça que tu dois voir aussi autour de toi? Oui,
Donc, comme je disais, ce changement, ça a été vraiment un changement lent et long, et, euh, et, et ça a éveillé toute une partie de moi qui était beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans le sensible, dans l'invisible, dans le spirituel. Euh, Alors que je suis docteur en sciences appliquées, j'étais cartésien, rationnel, dans le dur, et donc j'ai quand même gardé j'ai gardé les deux forcément, et du coup cette envie de quand même, cette curiosité scientifique de me dire comment ça se fait que j'ai pas fait ce changement, ou que j'ai pas senti ça plus tôt. Euh, et donc ces 15 dernières années, je les ai quand même passées à étudier tout ça d'un œil curieux, par essai-erreur, je dirais pas, il n'y a pas de méthode scientifique, mais en tout cas, il y avait cette curiosité scientifique de se dire qu'est-ce qui fait quelles ont été mes barrières à moi, mes freins à moi, et c'est ce que j'ai voulu développer dans le livre, et que je scinde en deux grosses parties qui sont les voies intérieures et les voies extérieures, qui sont des freins, des contraintes qui soit viennent d'une voix qui tourne en boucle dans notre tête, et qui est en fait une répétition des voix qu'on a entendues dans la famille, dans la génération, dans la lignée. C'est pour ça que je parle beaucoup de transgénérationnel. C'est pour moi une notion qui est vraiment très importante et qui commence à prendre de l'ampleur, à entendre de plus en plus, mais voilà, ça reste quand même quelque chose qui est peu analysé, de se dire si je suis comme ça, c'est parce que j'ai quand même, ça paraît évident à nouveau, mais si je suis comme ça, il y aura quand même sûrement une composante de toutes ces voix de ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, qui n'ont pas arrêté de me dire les mêmes choses pendant des années et des années, et surtout pendant des années où nous sommes en formation, en train d'être formés à la vie, donc la formation de base, le socle éducationnel, quoi. Donc forcément, ces voix intérieures, elles sont extrêmement fortes, et en fait, beaucoup de gens avant moi se sont rendus compte que ces voix-là, elles ne sont pas nous. On peut pas espérer que les voix de nos parents soient les mêmes que ce que nous sommes nous réellement. Donc forcément, oui, il va y avoir tout n'est pas à jeter, évidemment. Ce qu'on disait au début, c'est de remettre en question. Ce n'est pas de tout balayer d'un revers de la main, mais c'est vraiment de tout remettre en question, tous ces conseils, toutes ces lois de, de loyauté, de lignée. Chez moi, c'était extrêmement fort parce que mon père et mon grand-père s'appelaient comme moi, exactement comme moi. Donc, on a le même prénom et le même nom de famille. C'est quelque chose qui est possible en Espagne parce qu'on a deux noms de famille. Et donc, ça parle vraiment d'à quel point. Enfin, je suis un bon exemple de la force, de l'énorme force qu'elles ont, ces voix transgénérationnelles. Parce que mon grand-père a fait la guerre civile en Espagne. Donc, c'était un environnement extrêmement dur. Mon père a grandi dans un environnement à nouveau dénué de liberté d'expression sous la dictature de Franco. Et donc, forcément, ce sont des messages qui, moi, m'ont été transmis. À la maison, la liberté est fondamentale. Ce qui est très bien, la solidarité. Moi, mon père disait, on m'a pas laissé l'exprimer, et les gens ont besoin de solidarité. Donc, ce sont devenus des socles importants et que je garde. Mais il y a d'autres messages dont j'ai mis 35 ans à me défaire. Le message de l'excellence, mon père a dû vraiment trimer, se sacrifier pour arriver là où, partant d'où il venait, dans une région extrêmement pauvre d'Espagne, arriver en tant que prof à l'école européenne. Donc il y a vraiment à nouveau tout ce message de sacrifice, d'effort, d'excellence, de compétition que j'ai totalement suivi aussi. Et il y a un jour où je me suis rendu compte, waouh, en fait, c'est pas moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être en compétition, qui a besoin de toujours être le meilleur, qui a besoin d'être dans l'excellence. Et donc, j'ai mis très très longtemps à me défaire de ces voix intérieures. Et puis, il y a les voix extérieures. Et celles-là, elles sont beaucoup plus faciles à voir, à sentir, parce qu'on est tous dedans. Donc, toutes les pubs qui vont vous dire que vous devez ressembler à ça, à ce qu'il y a dans l'image de la pub, tous les messages des partis politiques auxquels on fait confiance. C'est ça qui est, enfin, que moi je trouve intéressant dans
ce point de société dans lequel on est aujourd'hui, cette époque, cette transition dans laquelle on vit, c'est que on commence vraiment à remettre en question des choses que l'on avait pris comme acquis, comme dur comme fer, on y croyait dur comme fer depuis 3 générations, quoi. Donc ce que disent les partis politiques, ce que disent les pubs, moi je me rappelle, petit, je faisais confiance aux pubs. Je me disais, si cette marque dit qu'elle lave plus blanc que blanc, c'est que c'est vrai. Ouais, bien Ou sûr. si ce truc Ouais, c'est me clair. dit que c'est bon pour ma santé, ce jus de fruits, c'est que c'est vrai. Mmh. Maintenant, je sais que c'est Faut faux tout et ça a déconstruire. été un choc. Ouais. Mais oui, Mmh. c'est un énorme choc de se rendre compte qu'en fait, c'est faux, c'est totalement faux. Et je trouve ça encore choquant aujourd'hui qu'on laisse de telles énormités être placardées partout dans la ville alors que c'est totalement faux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même maître de tout ça. Moi, mes enfants, ils ont grandi dans une éducation qui leur dit ce que vous voyez dans les affiches, toutes ces pubs, c'est faux. Ce n'est pas du tout de l'information. Si vous cherchez de l'information, il faut aller ailleurs. Dans les pubs, c'est des messages qui vont aider certaines personnes qui ont créé ces messages-là. Et donc, ils vont dire tout et n'importe quoi pour leur propre bénéfice. Mmh. D'ailleurs, pour l'anecdote, un jour, il y a mon fils qui vient et qui me dit « Ah ouais, Mmh. on voulait aller voir Jurassic Park, je ne sais plus, le 2 ou le 3. » Et il me dit « Ah, mais alors, la date de sortie, là, c'est faux aussi, le 13 mars. » Je dis « Ah non, ça, c'est différent. » Mais je lui dis « Chouette, au moins, il a Oui, il a compris compris le message, ouais. que tout ça, voilà, c'est pas de l'information, sauf les dates de sortie des films. Donc voilà, il y a toutes ces voix contraignantes extérieures qui vont nous dire qu'on doit avoir beaucoup d'argent, qu'on doit avoir des grandes voitures, parce qu'alors on va pouvoir montrer à notre voisin qu'on a réussi dans la vie, qu'on est en compétition avec les autres, qu'on a besoin de maisons plus grandes, de jardins plus grands, de voitures plus grandes, de Rolex plus grandes. Donc ça, c'est à nouveau des messages qui nous gardent un peu prisonniers, à nouveau, de cette démarche qui est d'accumulation, pas du tout d'introspection, ni de savoir qu'est-ce que l'on veut, nous, réellement dans la vie. Bien sûr. Non, mais je rebondis juste sur ce que tu as dit aussi sur le transgénérationnel. C'était Mhm. hyper intéressant et c'est vrai qu'on en parle beaucoup sur le podcast. Ah oui. Et que c'est aussi... c'est les voix en fait qu'on entend et c'est aussi les voix dont on hérite sans même Oui. qu'on le sache en fait, qui sont dans notre inconscient et ce qu'on a projeté sur nous avant même notre naissance et on en hérite sans même s'en rendre compte et c'est vrai que c'est hyper c'est hyper intéressant d'en parler et c'est super juste ce que tu dis et ce que t'exprimes. Toi, quand tu du coup tu as voulu te défaire de tout ça et que tu as décidé, alors on a bien compris que c'était long, que c'était un cheminement, mais que tu as décidé de te consacrer en fait à la voie qui t'était destinée, à ta passion, quelle action tu as mise en place pour atteindre ce rêve ? Donc la première action, elle est hyper simple. C'est pour ça que parfois on vient me dire en me disant « Ouais, mais tout le monde peut pas changer comme ça, etc. J'ai des contraintes. » Oui, c'est pour ça. Et c'est légitime, hein, forcément, évidemment. Mais en tout cas, le premier pas, la première action que l'on peut faire, tout le monde peut la faire. Elle est gratuite. Je ne vais pas dire qu'elle est accessible, je ne vais pas dire qu'elle est simple, mais en tout cas, tout le monde peut y arriver. C'est de se poser la question. C'est de faire de l'introspection par rapport à ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce que l'on aurait aimé faire ? On parlait de mon enfance là tout à l'heure et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, ça, le petit garçon. En fait, c'est moi, le petit garçon qui jouait, qui aimait rire, qui aimait pas du tout être tout le temps sérieux et tout le temps dans l'excellence et la compétition, qui aimait plutôt faire des jeux, des dessins et de l'écriture. En fait, ça, c'est moi. Adulte, c'est encore moi. Et on l'a étouffé, ce petit gosse, avec plein de choses, mais cette voix, elle a toujours été là. Et la preuve, elle était toujours là en coulisses. J'ai fait les beaux-arts, j'ai continué à écrire. Donc, forcément, quand c'est quelque chose qui est long comme ça, qui dure toute une vie, quand c'est une voix du cœur qui est là depuis le début, qui nous revient, c'est que forcément elle est juste, c'est que forcément c'est nous. Et donc ce qui ne coûte rien, c'est de se demander c'est quoi cette voix qui est là depuis le début, qui est là depuis toujours, et qui me revient de temps en temps, et qui peut-être m'obsède, peut-être m'attriste, voilà, qui vient me titiller depuis très longtemps, et qui vient par épisode, sporadiquement.
Et le deuxième pas qui ne coûte rien non plus, c'est de dire, OK, je vais la prendre au sérieux, cette voix, et comment est-ce que je peux faire pour lui faire une place dans ma vie? Quel plan je peux faire pour donner de la place à cette idée-là? Et c'est ce que j'ai commencé quand j'ai fait les beaux-arts. OK, c'était en soir, c'était des cours du soir, mais c'est possible, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est possible. Je pense que c'est accessible à c'est les beaux-arts, de la ville de Bruxelles, donc c'est vraiment pas très cher, c'est quelque chose, c'est public, et cetera. Hem et de fil en aiguille, j'ai commencé à donner de plus en plus de place à cette voie-là dans ma vie. Donc ça veut pas dire qu'il faut que ce soit rémunérateur, en tout cas pas dès le début, et cetera. C'est pour ça que je dis que tout le monde a accès à ça, à partir du moment où on va doucement, où on fait les tests et on fait des étapes qui ne coûtent pas grand-chose. Elles vont nous coûter en termes d'inconfort, parce que ça nous questionne. Enfin, moi, ces années-là, je me rappelle, c'était extrêmement inconfortable parce que je me dis, est-ce que voilà, qui je suis, où je vais, est-ce que je suis dans le bon, est-ce que je suis dans le juste, voilà, c'est clairement des moments de questionnement qui sont toujours inconfortables, mais que tout le monde peut faire. Donc là, ça coûte pas d'argent, ça coûte pas d'investissement. C'est vraiment commencer à donner une place de plus en plus importante à cette voix intérieure qui est en nous. Et jusqu'au jour où j'ai fait la première véritable étape, où là, c'était vraiment un premier pas dans le dur, un peu risqué, un peu osé, qui était ne pas de demander un temps partiel. Donc ça a été, ça continue cette logique des petits pas et cette logique de donner de l'espace, de plus en plus d'espace, et voir jusqu'où on peut aller avec cette place qu'on lui laisse dans notre vie. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre de Ken Robinson que je cite à la fin, dans la bibliographie de mon livre, ce livre de Ken Robinson qui s'appelle L'élément. J'aime beaucoup parce que c'est un recueil de toutes ces personnes qui ont trouvé leur voie. Ce qu'il appelle, lui, l'élément, c'est la conjonction de nos capacités, de nos aptitudes et de la joie. Quand on est dans un endroit où on est bon et en plus ça nous donne de la joie, là, on sent plus le temps passer, et là, on sait qu'on est dans notre élément, ou ce que d'autres appellent le flow, on en parle beaucoup, ou l'ikigai. Et donc, ma technique ou ma stratégie, ça a été, OK, je vais me situer dans cet élément-là et je vais lui donner de plus en plus de place pour voir jusqu'où je peux aller. Et Ken Robinson, dans son livre, il dit, voilà, il y a des gens, il y a des personnes pour qui cet élément ne peut pas dépasser les soirées, les week-ends et les vacances. Et c'est très bien, parce qu'au moins, il existe dans sa vie. Il y a des gens qui se disent, comme je ne vais pas pouvoir en vivre, comme je ne vais pas pouvoir en faire autrement que dans mes week-ends et mes vacances, alors je ne le fais pas. Et alors, ils se privent de leur vraie voix qui est en eux et qui a vraiment besoin de s'exprimer. C'est vraiment pas une blague. C'est pour ça qu'ils sont venus sur Terre. Et donc, moi, j'ai fait ce pari de me dire, OK, je vais voir jusqu'où je peux aller. Donc, j'ai commencé petit à petit, puis j'ai demandé ce temps partiel. Donc, je travaillais plus que 4 jours semaine au lieu de 5. En tant que chef de projet dans une grande multinationale, c'est pas anodin. Ça a vraiment été un grand chamboulement. Ça n'a pas été bien accueilli. Heureusement, en Belgique, il y a une loi qui oblige tout employeur à accepter ce genre de choses quand ça vient d'un parent avec un enfant en bas âge. Donc moi, j'ai utilisé, entre guillemets, le fait que j'avais un fils qui avait, à ce moment-là, je crois qu'il avait 3 ou 4 ans, pour dire que j'avais besoin d'un temps partiel. Et non seulement il ne peut pas être refusé, mais en plus, on doit garantir le poste. Ils ne peuvent pas me virer. Donc la Belgique, pour ça, est vraiment bien faite. Et donc, malgré le fait qu'il y avait cette pression sociale qui m'empêchait, donc moi, j'allais être mal vu. Ouais, je disais au début que j'avais un plan de carrière, que mes supérieurs m'avaient promis des choses. Je savais que là, ça allait remettre tout ça en question et ça allait le mettre à mal, mais je me suis dit, ça vaut la peine. Voilà, c'est un risque à prendre. Et j'ai fait fi de cette pression sociale et j'ai dit, voilà, j'ai quand même besoin de ce 4/5e. Donc ça a été ma première étape. Et là, à partir de là, ça a fait boule de neige, parce qu'à partir du moment où on met son cœur et son temps et son énergie dans ce qui vient de nos tripes, j'ai eu la chance que ça marche assez rapidement. Au bout de combien de temps tu as réussi à en vivre, si on peut dire ça comme ça? Forcément, ça a mis du temps. Moi, quand je dis que ça marche, ça ne veut pas dire que j'arrive à en vivre, mais ça veut dire que c'est
c'est encourageant, quoi. Que D'accord. voilà, il y a des ventes. Voilà, je sais que c'est pas un flop total. Oui. Tu vois, donc j'ai commencé, par exemple, après ce 4/5e, j'ai fait ma première exposition de photos à Bruxelles. C'était un grand pas pour moi parce que voilà, c'était la première fois que je présentais. Il y a plein d'étapes à franchir pour pouvoir faire ça. Donc mon projet devait quand même déjà commencer à être bien solide, etc. Et donc à cette exposition, j'ai vendu des œuvres. Et donc forcément, les prix en tant que photographe débutant et le volume, vu que j'avais fait qu'une expo sur l'année, forcément, c'était pas suffisant Bien pour en sûr. vivre. Mais ce qui est très très important, c'est que c'était suffisant pour que je continue à y croire. Si j'avais fait un flop, que tout le monde m'avait dit c'est nul, et, et voilà, on peut y croire, on peut continuer à y croire. Je dis pas qu'il faut vraiment se fier rien qu'au retour extérieur, mais en tout cas, quand ça va dans ce sens-là, qu'on me dit ah c'est intéressant, qu'il y a des gens qui achètent les œuvres, et dont des personnes qui étaient carrément dans le monde de l'art. J'ai eu la chance que ce soit un actionnaire d'une galerie connue à Bruxelles qui achète ma première œuvre et qui du coup me présente à cette galerie-là qui m'a pris par la suite. Voilà, ça faisait sens, ok, je pouvais pas en vivre, mais en tout cas, voilà, c'était hyper encourageant, hyper excitant. Moi, j'étais sur un petit nuage, je revenais après mon week-end d'exposition et de vente, j'arrivais dans mes bureaux à la banque, je peux te dire que je me sentais pas à ma place, quoi. Et donc voilà, ça a pris de plus en plus de place. J'ai réussi à en vivre. Je crois que donc si voilà, je vais détailler le truc. J'ai demandé un 4/5e. Un an plus tard, j'ai demandé un mi-temps. Donc j'ai encore demandé un raccourcissement. Là, ça a vraiment été très très dur. Là, on m'a dit que voilà, ils ont senti que j'étais plus là. Je crois qu'ils me l'ont dit pour le bien de tous, tu vois, parce que ça allait commencer à être désagréable et pour eux et pour moi. Ils m'ont vraiment dit, mais Pedro, en fait, t'es plus là, quoi. Si tu demandes un mi-temps, t'es plus avec nous. Et il y a plein de jobs qu'on peut faire tout en étant en mi-temps, hein. Donc, j'aurais pu leur dire ça et leur dire qu'on se débrouille, etc. Moi, j'ai préféré me dire qu'en fait, ouais, le moment était venu. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai quitté. Après ça, j'ai continué à en vivre en étant un régime, à mon avis, qui est semblable à celui des intermittents du spectacle en France. Il y a un truc un peu semblable comme ça en Belgique, qui est entre le chômage et le statut d'artiste, dont j'ai aussi bénéficié. Et donc là, ça, j'ai gardé encore 1 an et demi. Et donc, je dirais, après 2 ans et demi, 3 ans, j'ai eu mon premier mois comme ça où j'étais en positif. Et j'étais hyper content. Et donc, depuis, ça c'était il y a 8 ans, mais depuis, ça fait 8 ans que j'en vis et que j'en vis voilà, Bien. tous les mois, très, très bien. Ouais. Et tu écris, je te cite, le courage n'est pas l'absence de peur, mais avoir peur et agir quand même. Et dans ce podcast, on parle beaucoup de peur liées aux prises de risques, aux sorties de zone de confort, au changement de vie. Est-ce que tu avais, toi, des peurs et est-ce que par exemple, est-ce que tu as pu, par exemple, avoir peur de ce qu'on allait penser de toi, peut-être par rapport au statut social ou d'autres peurs, en fait, que tu as eues et puis peut-être que tu as encore, hein. Ouais. Ouais, les peurs par rapport au statut social, pas trop. Parce que j'avais toujours eu la chance ou la malchance d'être un peu à l'écart, comme je disais, un peu à l'écart, un peu différent des autres. J'étais dans les rangs de l'école, j'étais un peu en avance. Après, à l'UNIF, j'étais un peu l'ingénieur artiste, enfin, le truc qu'on ne croise pas tous les jours. Je faisais des films d'animation, des critiques de cinéma alors que j'étais en Polytech. Donc, voilà, je faisais de la musique aussi. J'avais vraiment l'habitude, voilà, le regard extérieur, j'ai eu la chance de ne pas trop m'arrêter là-dessus. Je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à demander ce 4/5e et ce mi-temps en me disant, voilà, j'ai l'habitude de faire des choses que les autres font pas. Donc pourquoi pas ça aussi, même si ça met en péril les choses de base. Par contre, quelque chose qui était extrêmement dur pour moi, extrêmement difficile, et à nouveau, on va parler du transgénérationnel, où j'en ai déjà parlé un peu par rapport à la guerre civile de mon grand-père et tout ça, c'était la peur du manque. Donc ça, c'était vraiment très dur.
Quand on passe d'être employé, qu'on a un beau salaire qui tombe tous les mois, plus un 14e mois, plus tout ça, et que du jour au lendemain, on se dit, voilà, il n'y a plus rien qui est sûr. On a confiance et on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, ni si ça va être tous les 2 ou 3 mois. Ça, c'était vraiment très, très dur pour moi. Et donc, j'ai dû faire un travail de transgénérationnel et de suivi psy plus classique pour parler de tout ça, pour voilà, le vocaliser, le sortir, le nommer, quoi. Je crois que c'est très important de nommer les choses et de se rendre compte que j'avais déjà un problème de peur du manque. C'est déjà le début pour pouvoir le traiter et en parler. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a poursuivi longtemps, le passage du statut d'employé au statut d'indépendant. Même si, voilà, pour moi, être artiste, c'est être indépendant comme un autre. On vend des photos, on ne sait pas quand. On fait beaucoup d'investissements par rapport au networking, par rapport à plein de choses. Et puis parfois ça tombe pas. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me diversifier. Donc en effet, je vendais en galerie. J'étais assez rapidement représenté dans plein de galeries à travers le monde. Donc j'avais eu l'intuition que vendre uniquement en Belgique, ça allait être un peu difficile. Et donc j'ai eu assez rapidement des galeries à Paris, à Londres, en Suisse, aux États-Unis, même à Singapour. Mais vraiment comme un travail de base d'indépendant, quoi, du gars qui monte sa boîte et qui doit voir où ça marche le mieux, etc. Donc vraiment un travail qui était à la fois artistique, créatif, mais aussi entrepreneurial. Et puis assez rapidement, l'écriture aussi. Ouais. Je faisais aussi des photos pour des architectes, donc plus en commande. Donc il y a des choses que je faisais pas parce que je m'interdisais parce que j'avais passé l'âge de faire des compromis et que j'avais plus envie de faire, par exemple, des photos de mariage. En plus, moi, je venais de divorcer, donc c'était vraiment quelque chose que j'avais pas envie de faire. Mais par contre, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup tout en étant dans le domaine de la commande. Donc des photos de reportages d'architecture pour des architectes, pour des villes. Ça me plaisait beaucoup et ça m'a aidé aussi à en vivre. Et puis, plus récemment est venue l'écriture et les conférences. Donc le fait d'avoir pu suivre mes passions et d'en avoir plusieurs m'a aidé en effet à me diversifier et à un peu calmer cette peur du manque. Parce que du coup, on lisse un peu les rentrées dans le temps. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, j'ai un petit syndrome de l'imposteur qui peut parfois m'empêcher d'avancer. Est-ce que tu dirais qu'il faut avoir confiance en soi pour changer de vie ou du moins passer du statut de salarié à indépendant? Et toi, comment tu as fait finalement pour prendre confiance en toi, pour dépasser le syndrome de l'imposteur? Si tu l'avais, tu peux me répondre que tu avais confiance en toi et que tu n'avais pas de syndrome de l'imposteur. mais je sais pas, est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Et voilà. Bonne question. Je pense qu'on l'a tous quand on vient ou quand on débarque en tout cas dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Moi, j'avais pas fait d'école de photo, j'avais aucun contact et donc je dirais pas, en tout cas chez moi, je pense que c'était pas un syndrome de l'imposteur, mais plutôt un questionnement par rapport au fait d'être valable ou pas. Donc ça, je pense que j'ai dû vraiment recevoir énormément de retours positifs que pour me dire, ok, je vais tenter ma chance. Et de retours positifs, pas de retours positifs de pairs, quoi, de gens qui sont dans le domaine, pas de ma femme ou ma mère ou mes amis, mais vraiment, j'ai vraiment été chercher dans des workshops, dans des expositions, etc., vraiment des retours de gens qui s'y connaissaient et qui m'ont dit qu'il y avait là quelque chose. Je pense que s'il y a bien une chose positive dans ces voies du transgénérationnel de mon père, d'ascenseur social, de persévérance, d'excellence, de sérieux et de compétition, je crois que la chose positive, c'était que j'avais confiance en moi. Ça, oui, parce qu'il m'avait vraiment, depuis tout petit, gonflé à bloc pour tout ça, pour réussir. Il me disait que j'étais le meilleur.
D'ailleurs, c'est pas toujours, il n'y a pas que du positif là. D'ailleurs, Ouais. j'ai dû faire aussi beaucoup de séances de psy pour pour traiter le cas inverse. Je voyais d'ailleurs récemment quelqu'un, Jerry Hyde, Ah oui, qui est qui a je vois fait, très bien. qui va bientôt sortir un film magnifique sur les cercles de parole entre hommes, qui est le compagnon de Mai Oui, que j'ai Shua. reçu sur le podcast, exactement. Ouais, ouais. Et donc lui il m'a dit récemment qu'on peut prendre ça comme une bénédiction, mais que c'est en fait hyper lourd à porter. Qu'on te dise que tu es excellent depuis tout petit. Il me disait, moi on m'a dit, lui on lui a dit qu'il valait rien depuis le début, depuis tout petit, que c'était un moins que rien, qu'il avait aucune valeur. Et donc pour lui, dans la vie, tout était gagné d'avance, parce que dès qu'il faisait quelque chose, il prouvait déjà qu'il valait quelque chose, qu'il avait réussi dans la vie. Alors que moi, c'est l'inverse. Si on attendait de moi que je sois Premier ministre, prix Nobel, etc., ben, je ne peux que décevoir. Donc voilà, il y a un côté comme ça assez anxiogène dont j'ai aussi dû me libérer, de me dire ok, on va se calmer, je vais faire mon possible et on verra bien. Mais le syndrome de l'imposteur, je dirais pas. Je dirais que j'ai osé faire des choses que d'autres n'auraient pas osé, tout comme le fait voilà, d'écrire un livre et de dire voilà, du jour au lendemain je suis auteur alors que j'avais rien. Enfin, si j'avais écrit des critiques, j'étais aussi chroniqueur pour des journaux en Belgique. Mais pareil, j'ai pas fait d'études de lettres, on pourrait dire. C'est Odile Chabriac qui disait ça lorsqu'elle m'a reçu. Elle me dit, bah, moi, quand j'ai reçu ce livre, je me suis dit, bah, voilà, c'est pas parce que le mec il a fait un discours qu'il sait bien écrire en fait. Et puis en lisant le livre, elle s'est dit qu'en fait si, elle s'est rattrapée. Donc ouais, je pense qu'il faut quand on a et c'est très, enfin elle le dit aussi, hein, je crois que c'est très fort pour les femmes, beaucoup plus que pour les hommes, ce syndrome de l'imposteur. C'est malheureux, mais voilà, comme pour les transgénérationnels, c'est quelque chose qui vient de loin dans notre passé. Les sorcières, Odile en parle beaucoup, mais les sorcières, c'était des femmes qui parlaient haut et fort de leur qualité. Donc il y a vraiment un truc traumatique de genre, des femmes qui parlent haut et fort. Il y a vraiment quelque chose du transgénérationnel à se défaire, que les hommes ont moins. Oui, c'est vrai. Et donc moi, j'ai eu cette chance de non seulement être un homme, mais en plus d'être un homme que l'on poussait à l'excellence. Donc, ouais, j'ai cherché, comme beaucoup, d'être valorisé, d'être accepté parmi mes pairs. Mais le syndrome de l'imposteur, une fois que j'ai eu cette valorisation, il n'était plus là. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent qu'ils sont mal dans leur job sans savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas forcément ta chance ou ta passion qui était innée, on va dire, et qui a grandi au fil du temps. Il y a beaucoup de gens aussi, du coup, qui ont la pression de savoir qu'ils sont mal et qui n'arrivent pas à trouver leur voie, à s'écouter eux-mêmes. Toi, quels seraient tes conseils par rapport à ça et toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Enfin, toi, c'est pas ce que tu as mis en place, parce que j'ai l'impression quand même que c'était assez défini ce que tu voulais faire. Ouais. Mais est-ce que tu aurais des conseils pour ceux justement qui ont du mal et qui ne savent pas, qui ont du mal à trouver leur voie, tout simplement? Ouais, en effet, moi jusqu'ici, je parle que de mon expérience personnelle et c'est vrai que mon expérience personnelle, ce n'est pas celle-là, parce que pour moi, c'était assez clair. Mais par contre, comme je disais, on est dans une société, un moment en tout cas de l'histoire de l'humanité où on est vraiment dans un chavirement complet vers le changement, de transition, de remise en question, de burn-out. Et donc, même si moi, j'ai pas de conseils à donner par rapport à ça, en tout cas, je vois qu'il y a énormément de ressources pour l'instant. Moi, j'adore cette ressource dont j'ai déjà parlé, qui est Ken Robinson, qui parle de l'élément, qui est de vraiment essayer de trouver en soi quelles sont les activités pendant lesquelles on perd la notion du temps. Le temps n'existe plus, il passe sans qu'on s'en rende compte. Et on est à un endroit où on est bon dans ce qu'on fait, on a les qualités pour ça, et à la fois, ça nous procure de la joie. Donc un contre-exemple, par exemple, ce serait c'est ce que moi j'avais dans la banque, où j'étais bon dans ce que je faisais. Donc j'étais très bon pour faire des PowerPoint et des tableaux Excel et des réunions, des présentations.
parce que là-dedans, il y a tous des éléments que je suis où je suis, tout ce qui est graphique, tout ce qui est présentation orale, transmission de messages, etc., synthèse. J'étais très bon, mais ça ne me procurait pas de la joie. Et donc, ce que Ken Robinson dit, c'est qu'on a besoin des deux. Il faut être bon et que ça nous procure de la joie. Donc, je crois que ces trois éléments-là, déjà, peuvent donner des pistes. Ne pas voir le temps passer lorsqu'on est complètement dans quelque chose qui nous submerge, qui attire toute notre attention, pour lequel on a des qualités et qui nous procure de la joie. Ça, c'est des bons indices. Et puis aussi, à nouveau, ça, je tape vraiment toujours sur le même clou, mais c'est vraiment de dire que c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'ont pas de passion parce qu'ils n'ont jamais pris vraiment le temps de sortir la tête du guidon, comme on dit, et de se poser et de se dire, ok, si j'avais rien d'autre à faire, si vraiment je pouvais choisir quelle serait l'activité que j'allais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Et ça met du temps, ouais. Surtout si on a grandi dans un environnement qui n'était pas en accord avec qui nous sommes. Il y a peut-être des gens qui sont ébénistes ou maraîchers et qui ont grandi dans une famille de docteurs. Et pour eux, ça va être extrêmement dur d'aller trouver ça vu qu'ils ne l'ont jamais vu. Et donc, je pense que... Enfin, un autre conseil, du coup, qui découle, ce serait de multiplier les expériences. Et c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants. C'est qu'eux puissent vivre le plus d'expériences possibles différentes. Le médecin qui est dans une famille de médecins et qui toute sa vie a vu des patients, entendu ses parents parler de patients et de protocoles, etc. Il aura peut-être juste pas eu ces gens qui se disent qu'ils savent pas ce qu'ils aiment faire, peut-être qu'ils ont juste pas eu la chance de se frotter à ce domaine qu'ils adorent sans le savoir. Donc c'est vraiment une recherche de domaine en fait. Qu'est-ce que j'aime faire? Essayer la poterie, essayer l'ébénisterie, essayer le dessin, essayer l'écriture, essayer au contraire peut-être la comptabilité, je sais pas, il y a vraiment peut-être des choses qui C'est exactement n'ont ça. jamais été testées. J'allais justement te demander s'il faut mieux privilégier l'action à la réflexion quand on est comme ça en période de transition, cheminement. Et tu y as répondu, c'est l'action, c'est le test, c'est l'expérience, et je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais. Sur une vidéo TED, tu expliques le pouvoir du groupe pour s'écouter. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'on se sent souvent seul quand on se sent pas à sa place. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cette vidéo en fait? Ouais, c'est une vidéo qui me parle beaucoup. Pour moi, c'est vraiment et c'est on a parlé d'énormément de choses qui me tiennent très fort à cœur, et ici c'est vraiment la dernière qui pour moi est basique dans tout ce que je dis, dans le message que je veux transmettre, et c'est le fait de se rendre compte que nous sommes des millions dans cet état de transition. Comme tu dis, il y a énormément de gens qui aujourd'hui se sentent perdus et seuls. Et beaucoup de gens m'ont remercié par cette conférence ou par le livre ou par d'autres choses ou des podcasts, m'ont remercié parce qu'ils se sentaient moins seuls. Et donc ça, c'est déjà une force terrible, une force énorme de se sentir moins seul et de sentir ce pouvoir du groupe. Et comme mon message est aussi un message militant, il est à la croisée entre l'éveil du soi ou ce que l'on appelle le développement personnel, mais un développement personnel qui est là non pas pour rester en soi, mais pour aller vers les autres, pour aller vers l'action et le changement sociétal. Et donc cette idée de pouvoir du groupe, pour moi, elle est vraiment extrêmement importante à deux niveaux. Le premier qui est presque thérapeutique, de se dire qu'on n'est pas seul, parce que c'est tellement... on a l'impression que c'est un peu cosmétique, juste de dire, voilà, sentir pas seul, que c'est pas très important. Mais vraiment, pour moi, c'est fondamental. Parce que le fait de ne pas être seul, c'est pas seulement une question d'avoir de la compagnie, c'est vraiment une question de légitimation de qui nous sommes, de légitimité par rapport aux questions qu'on se pose. Tous ces gens qui sont perdus en questionnement, en transition, en burn-out, ils ont suivi un système qui est là depuis des générations et où
et dans lequel on est tous immergés. Et donc, c'est très, très, très facile à ce moment-là, se dire, c'est nous le problème. C'est moi qui suis fou, quoi. Tu vois, moi, j'ai eu ce réflexe de me dire, c'est pas normal de vouloir changer de vie, c'est pas normal ces questions que je me pose par rapport au sens de mon travail, par rapport à l'impact que j'ai avec mon travail dans l'environnement, mes proches, etc. Et donc, ne pas se sentir seul, c'est extrêmement important, parce qu'alors on légitime ces questions. En fait, ces questions, c'est je ne suis pas fou. Elles sont totalement légitimes et importantes. Et c'est aujourd'hui, dans ce point d'inflexion qu'on est en train de vivre, c'est d'autant plus important parce qu'on est un grand nombre à se poser ces questions-là. Comme je disais au début de la conférence, du discours aux ingénieurs, en Belgique, le budget national qui est octroyé pour les maladies de longue durée, les burn-out, est supérieur que ce qui est octroyé pour les chercheurs d'emploi. Et en France, je vois pas pourquoi ce serait différent, tu vois. Donc, je pense que c'est juste des chiffres qui sont beaucoup plus difficiles. Moi, je les ai cherchés et c'est beaucoup plus difficile à trouver en France qu'en Belgique parce qu'on n'utilise pas les mêmes termes. Le burn-out n'est pas encore utilisé partout. Les instituts sont différents par région, etc. Mais voilà, je vois pas. Enfin, on voit bien que c'est une énorme vague, c'est un énorme problème dont on n'a pas encore aujourd'hui commencé vraiment à en parler par rapport à la taille que ça a. Et donc, tous ces gens qui sont en burn-out et qui ont cette double peine aujourd'hui, qui est de 1, la tristesse de leur deuil, et de 2, la stigmatisation, de se dire, comme pour beaucoup, qu'on leur dit si tu es en burn-out, si tu es en dépression, fais un effort, c'est parce que tu es faible, c'est parce que tu n'es pas, voilà, pas suffisamment fort, tu n'es pas la bonne personne pour le poste, etc. Donc, il y a vraiment déjà cette double peine qui pour moi est terrible, qui me touche beaucoup. Et le fait de leur dire que c'est pas eux le problème, qu'en fait on est des millions, que c'est tout à fait normal d'être paumé dans une société qui est toxique et de pas vouloir rester comme on était avant, c'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est pour moi un premier, c'est vraiment de première importance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce discours du pouvoir du groupe. Et deuxièmement, parce que mon discours aussi, il vise le changement. Donc, on a parlé d'action, on a parlé de changement, on a parlé de points d'inflexion de cette société, de ce système qui est périmé, qui nous rend malheureux. Et donc, moi, je crois vraiment dans cette notion de masse critique qui va faire infléchir les choses. Donc, on sent bien qu'on est de plus en plus nombreux à ne plus vouloir de ce système, à changer petit à petit, chacun individuellement pour le changer, le système. Et le jour où on se rendra compte qu'en fait on est des millions et qu'on est vraiment très très près de cette masse critique dont on a besoin pour que les choses s'infléchissent, les choses changeront. Et parce que aujourd'hui, les médias vont jamais mettre l'accent sur toutes ces personnes qui veulent changer le système, même si voilà, il y a des personnes qu'on peut pas louper. Cyril Dion, Greta Thunberg, il y en a des centaines, Hugo des milliers. Clément, toute cette... Voilà, Hugo Clément. Il y en a plein, évidemment, Ouais, maintenant, je ne trouve pas tous. Mais voilà, il y en a qu'on ne peut pas louper, mais ils sont en tout cas la pointe visible d'un iceberg de énormément de mouvements, d'anonymes, qui changent aussi et qui parfois se disent en fait je change mais je sais pas combien on est, je crois qu'on est négligeable, je veux bien changer mais je vois bien qu'en face le système en place il est énorme, mais forcément évidemment qu'il va toujours nous sembler énorme vu que c'est ce système là qui passe toujours au journal télévisé, c'est toujours ça qu'on va voir et des exportations et du PIB et des retours en investment, c'est toujours ça qu'on va voir plutôt que des ads, des groupements locaux, des monnaies locales, des économies circulaires, des manifestations pour sauver des friches sauvages, etc. Mais voilà, pour moi, le pouvoir du groupe, il est terrifiant pour le système. Et donc, je pense qu'on doit se faire visible nous-mêmes pour se rendre compte de combien on est. Complètement. Dans la question que je vais te poser, je me fais volontairement l'avocat du diable parce que j'ai envie d'avoir ton retour sur cette question et c'est justement un commentaire que j'ai vu sous cette vidéo qui te dit que c'est facile pour toi
et je m'inclus dedans, hein, je m'inclus dans plein de gens, je m'inclus, que c'est facile pour toi de changer d'orientation car tu as fait des études, que tu es armé intellectuellement et qu'il peut être beaucoup plus facile en fait d'agir, de se sortir de sa condition et de raisonner pour des personnes qui ont moins fait d'études. Et j'appuierai le propos avec des personnes dans mon entourage qui, c'est vrai, je vois, qui n'ont pas forcément fait d'études, et c'est vrai qu'ils sont un peu bloqués en fait, qui savent pas trop quoi faire pour agir alors qu'ils sont malheureux. Toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait légitime. C'est quelque chose qui revient souvent aussi et qui me touche beaucoup, forcément, vu que mon discours, il se veut social et donc de changement social et donc d'inclure tout le monde. Mais c'est vrai que forcément, ce système, il est injuste. Le système dans lequel on est, il est injuste. Donc forcément, il y a des gens pour qui ça va être plus facile que pour d'autres. Ceci dit, j'ai plein de réponses par rapport à ça, vu que c'est une question qu'on me pose souvent. Ceci dit, premièrement, il y a plein de personnes qui me posent cette question alors qu'ils ont les moyens. Donc pour une petite anecdote, c'est qu'on m'a invité dans un cercle très sélect, très huppé en Belgique, où voilà, c'est un club où il y a les plus grandes fortunes de Belgique, hein. Donc c'est des gens qui sont, enfin je dirais millionnaires tous, sans trop m'avancer. Et on m'a quand même posé la question à cet endroit-là. Oui, mais tout le monde n'a pas les moyens pour changer comme ça de vie. La caissière, est-ce qu'elle a les moyens? Mais c'est pas du tout une caissière qui me pose la question, hein. C'est quelqu'un qui a un patrimoine, qui a tous les moyens qu'il veut. Et donc je trouve que voilà, parfois poser cette question-là, c'est un peu dire en fait moi j'ai peur du changement, j'ai peur de manquer, même si j'ai les moyens. Et donc à ces personnes-là, je les inviterai juste à voilà, faire ce cheminement intérieur, à voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment se délivrer de ces peurs-là. Je crois que cette question du changement, elle est très très fortement liée à cette question dont on a déjà parlé, qui sont les peurs. Donc il y a ça d'une part, il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas avoir les moyens et qui en fait les ont. Moi-même, j'avais pas énormément de moyens, donc si on parle uniquement de financier, j'ai beau avoir fait des hautes études, j'ai quand même pas travaillé super longtemps en tant qu'ingénieur, hein. Moi, je suis resté 3 ans dans une PME, plus 3 ans dans cette multinationale, donc en tout et pour tout 6 ans, plus 4 ans de doctorat où j'étais chercheur et j'étais payé comme chercheur, donc voilà, j'avais pas de patrimoine, ma famille m'a pas pu m'aider. Donc j'avais pas des moyens mirobolants et pourtant je l'ai fait, et je dis ça parce que pas pour dire que tout le monde peut y arriver, mais en tout cas pour dire qu'on surestime en tout cas souvent les moyens dont on a besoin pour être heureux. Et ça, c'est un passage aussi dans le livre de se dire ce slogan de décroissance, il est vraiment très très juste. Plus de liens et moins de biens. Quand on fait le test de se délester de tous les biens matériels dont on pensait avoir besoin et donc finalement ne sont qu'accessoires, ne sont là que pour combler un manque d'assurance en soi, tu vois, de montrer qu'on a la plus grande bagnole, de montrer qu'on a le plus beau costume, la plus belle coupe de cheveux, etc. Quand nous-mêmes on est bien dans notre basket, on a fait le travail d'introspection et qu'on est bien, qu'on a créé des liens avec des nouvelles personnes qui sont enrichissantes, on se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin. Moi je me rappelle dans ma vie antérieure, pas antérieure, ma vie d'avant, quand j'étais marié avec une grande maison dans la banlieue, etc. On changeait les meubles voilà, tous les ans, j'allais chez le coiffeur toutes les quelques semaines, on avait 2 voitures, etc. À partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Moi, à un moment, j'avais plus besoin de combler tout ça parce qu'au lieu de ça, j'allais plutôt au cinéma, j'allais plutôt parler avec des amis et je me sentais tout aussi bien. J'avais plus besoin de combler ce manque. Et donc, de un, il y a des gens du coup qui ont les moyens et qui posent cette question-là pour d'autres, juste comme une sorte de camouflage de leur propre peur. De deux, je pense qu'il y a des gens qui ont les moyens, mais qui croient ne pas les avoir parce qu'ils surestiment leurs besoins en termes de qualité de vie et de train de vie. Après, troisièmement, je dirais que
que ceux qui ont les moyens, autant le faire, du coup. Si on a la chance, comme moi je l'ai eu, de pouvoir faire ce changement, mais du coup, je trouve qu'on a d'autant plus je veux forcer personne, mais en tout cas, j'invite d'autant plus à le faire, vu qu'on a le moyen, on a cette chance-là, mais du coup, saisissons-la pour changer et pour aider et pour donner cette envie à d'autres et pour, tu vois, voilà, c'est pas non plus parce que parfois on pose cette question-là un peu comme une critique, tu as les moyens et Ouais, pas bien sûr. d'autres. Ouais, c'était Mais posé comme une critique d'ailleurs, le commentaire. j'ai les moyens, du coup, je l'ai fait. En quoi est-ce qu'on pourrait me critiquer de Oui. justement avoir utilisé ces moyens pour devenir quelqu'un de meilleur et pour pouvoir inspirer d'autres. Donc, si on a les moyens, voilà, c'est pas du tout C'était plus, ouais, bien critiquable, sûr. c'est pas notre faute. Autant en profiter, autant le Je faire. pense que c'était plus sur la réflexion intellectuelle. Aujourd'hui, tu as les moyens parce que tu as l'intelligence, tu as les études, tu as le fait de te rendre compte de ça aussi, le recul Mhm. nécessaire pour te rendre compte aussi que tu n'es pas bien. Mais je comprends, hein, mais c'est une question qui est compliquée. Enfin, je trouve que c'est... Et en fait, oui, c'était vraiment, ouais, mais pour les personnes qui sont pas armées, moi autour de moi, j'ai vraiment Ouais. des gens qui sont bloqués parce que ils ont pas forcément fait les études qui amènent. Voilà, moi j'ai fait une école de commerce aussi, donc forcément, bah, j'ai été amenée à réfléchir, à poser, et du coup, c'est vrai que les gens qui n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas forcément même la réflexion de pouvoir savoir Mhm. comment changer les choses. Mais après, on peut s'arrêter là sur cette réponse si tu le souhaites, hein. Euh, Mais Comme tu veux, moi j'avais encore bah des vas-y, vas-y. arguments. Non, non, vas-y, c'est Non, intéressant. non, mais ce que tu dis est très vrai et j'allais en venir, Ouais. j'allais y venir. Parce qu'on parle souvent de moyens financiers, mais que, en fait, les moyens les plus importants, ce sont les moyens qui ne sont pas financiers. D'éducation, comme je disais tout à l'heure, si on n'a pas été frotté à des domaines qui nous passionnent, mais qui sont notre voie, mais qu'on n'a jamais connu, ça, pour moi, c'est le vrai manque de moyens. Si on a eu des parents qui nous ont depuis tout petit mis une étiquette, mis une case, et du coup, pour moi, c'est pas lié aux études. Je pense que on peut ne pas avoir fait d'études, et je connais pas mal de gens qui n'ont pas fait d'études, de hautes études, et qui par contre ont eu la persévérance, la sagacité, l'audace de se dire je vais faire ça. Moi, voilà, je connais pas mal de personnes qui n'avaient pas d'études et qui se sont dit en fait, moi, j'adore être maraîcher. Et j'aimerais bien être maraîcher, voilà, ils ont été habiter chez un maraîcher gratuitement pour l'aider. Ils ont appris sur le tas, ils ont fait ça. Donc je pense pas que ce soit non plus lié à l'éducation et au diplôme. Par contre, oui, à l'éducation et à la façon de voir la vie, ça oui, à la philosophie de voir la vie. Et ça, à nouveau, ce sont des blocages qui sont de l'ordre du développement personnel plus que de l'éducation ou des diplômes. Si depuis qu'on est petit, on nous a dit qu'on est capable, qu'on est capable de tout faire, qu'on est quelque chose qu'on a droit à l'erreur, par exemple. Ça, c'est super important aussi, qu'on peut se tromper, qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut faire des tests, qu'on nous a ouvert à plein de choses. Ça, c'est les meilleurs moyens, quels que soient les moyens financiers, quels que soient les diplômes. Ces moyens-là, les moyens du cœur, les moyens de l'ouverture de l'esprit, ça, ce seront les moyens les plus importants, je pense. Et une dernier argument par rapport à ça, et là tu vois que j'ai vraiment réfléchi à la question. Il y a ce que j'appelle l'aïkido militant. L'aïkido étant un art martial qui utilise la force de l'adversaire. Et donc dans ces cas-ci, pour des gens qui ont vraiment pas les moyens financiers, mais qui ont quand même l'envie, moi je pense que, je leur dis, ou voilà, qui sont dans une situation qui pour eux est inextricable, qui est très difficile à changer, etc. Ils ont un job qu'ils n'aiment pas, mais qui est alimentaire. Moi, je leur parle vraiment de faire cet exercice de l'aïkido, c'est à savoir d'utiliser la force du système, de tout ce qu'ils ont pour l'instant, pour changer, pour aller contre le système, ou en tout cas pour aller vers autre chose. Moi, par exemple, ça a été utiliser cette loi belge qui me permet de prendre un temps partiel, et que l'employeur ne puisse pas refuser. Ça, pour moi, ça a été utiliser une force du système contre lui. L'employeur ne pouvait pas le refuser. J'avais une partie de ce temps partiel qui était quand même payé, etc. J'avais des
des aides. Le chômage, par exemple, le chômage, pour moi, est quelque chose qui est vraiment totalement sous-estimé et sous-utilisé parce qu'il est stigmatisé. Et là, à nouveau, voilà, utiliser le chômage, utiliser toutes les aides possibles. Le système est injuste, mais le système, il a quand même quelques filets, surtout ici, heureusement, en France, en Belgique, en Europe occidentale, on a quand même quelques filets qu'il faut vraiment surtout pas hésiter à utiliser. Euh, voilà, il y a plein de choses que l'on n'ose pas utiliser parce que ce serait mal vu, il y a une pression sociale, c'est stigmatisant, etc. Moi, je dis vraiment utilisez tout ce qui est à votre service. Ne changez pas de job trop tôt. Il y a des gens qui me disent, moi, je suis pas content dans mon job, mais je peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Ben non, ne changez pas du jour au lendemain parce que vous allez vous mettre en danger. Alors que là, pour l'instant, en utilisant cette théorie de l'aïkido, ben vous êtes en train d'utiliser votre job justement pour vous alimenter, pour alimenter non seulement financièrement, mais alimenter cette flamme parce qu'il va vous donner les moyens, sans vous créer de problèmes supplémentaires, de créer une nouvelle vie de zéro, et ça prend du temps. C'est clair. C'est clair. Si on parle un peu du bonheur, toi, est-ce que tu dirais que tu es pleinement heureux quand tu te lèves le matin ? Je pense, oui. C'est une question complexe. Pour moi, le bonheur, c'est un concept théorique. C'est quelque chose que l'on peut voir que dans le rétroviseur. C'est quelque chose qui est très difficile à saisir dans l'instant. C'est quelque chose dont on se rend compte quand il est perdu, mais pas quand il est là. Je trouve que la joie est beaucoup plus parlante. Elle est beaucoup plus... Moi, en tout cas, je suis beaucoup plus capable de me rendre compte quand je suis en joie que j'en suis dans le bonheur. Et je trouve la joie qui est vraiment... On en parlait avec l'élément de Ken Robinson, un élément qui devrait être central. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la recherche du bonheur et qui en font comme ça quelque chose d'assez anxiogène. Donc comme si on n'avait pas assez de problèmes, en plus on devrait, en plus de tout ça, chercher le bonheur et on est presque obligé de le trouver et en plus en faire des photos et les exposer sur nos réseaux sociaux pour montrer à tout le monde à quel point on est heureux. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose que l'on saura dire une fois qu'on est sur notre lit de mort. Moi, je sais que sur mon lit de mort, je pourrais regarder ma vie et dire si j'étais heureux ou pas en fonction de tout ce que j'ai fait. Par contre, la joie, ça c'est la boussole intérieure que j'écoute énormément, et quand je me sens pas en joie en faisant quelque chose, j'en prends note. Je dis pas que je suis très mesuré par rapport à mes changements, mais en tout cas j'en prends note. Ok, ce truc-là ou ce job à l'époque, ce job ne me procure pas de joie. Et c'est pour ça que je parle de voix intérieure et d'écouter cette voix intérieure, parce que cette voix intérieure, elle est très reliée à la joie. Et surtout si c'est dans la durée. Si c'est un job qui vous fait du mal tous les matins depuis des années, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et si c'est une activité qui depuis des années vous passionne et vous donne de la joie, alors ça aussi, il faut le prendre au sérieux. Tu dis que le bonheur, ça se travaille. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entends par là ? Mais oui, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment se dire que le bonheur, il tombe pas du ciel. Le bonheur, on nous a toujours dit que ce serait franchir des caps, être en compétition, gagner toujours plus, et puis on y arriverait, ou faire des enfants, ou être marié. C'est toujours des trucs extérieurs à nous. En fait, le bonheur, si on se soumet à tous ces diktats du bonheur, le bonheur, c'est prendre des photos de plats délicieux à l'autre bout du monde ou quoi. Mais on va être soumis à des définitions du bonheur qui ne sont pas les nôtres, forcément. Et donc, se travailler, c'est cette maxime philosophique depuis la nuit des temps: connais-toi toi-même. Ce travail, c'est de se connaître soi-même pour voir qu'est-ce qui fait notre propre bonheur, qu'est-ce qui fait mon bonheur, qui je suis. Et pour savoir qu'est-ce qui fait mon propre bonheur, je dois d'abord savoir qui je suis. Et donc ce travail, il est énorme, ça prend toute une vie. Moi, je l'ai commencé à 15 ans et j'ai commencé à enlever les pelures d'oignon de ce qu'il y avait en moi. J'ai enlevé quelques voix extérieures, quelques voix intérieures. J'ai mis le doigt sur certaines passions, j'ai mis le doigt sur certaines blessures qui me rendent parfois irritable, et du coup j'ai pu travailler ça. Donc c'est un travail énorme. C'est des psys, c'est des coachs, c'est des conversations avec des amis qui nous veulent du bien, bienveillants, c'est des groupes de réflexion.
c'est plein d'outils. C'est des podcasts. C'est des podcasts, absolument. C'est des livres, c'est des conférences. C'est tout ce qui peut nous aider à nous éveiller, à nous sonder et à savoir, à écouter cette boussole pour nous mettre sur le bon chemin de la joie. Ouais, et est-ce que selon toi, tu penses du coup qu'il y a des gens qui sont aptes au bonheur ou au contraire d'autres qui ne le sont pas par manque de connaissance en fait de soi, tout simplement? Ça, c'est difficile. J'avais jamais pensé. Mais en tout cas, il y a des discours très médicaux enfin, moi qui m'intéresse à ça. J'ai en tout cas souvent lu qu'il y a des personnes qui sont en effet plus, enfin comme pour tout, il y a des personnes qui sont plus favorisées que d'autres par rapport à ça. Donc oui, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus favorisées que d'autres au niveau hormonal ou que sais-je, ou transgénérationnel ou génétique pour se sentir en joie plus facilement que d'autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a tous le pouvoir de sonder d'où ça vient, d'essayer de faire un mieux, de travailler, de faire ce travail de toute une vie. À mon avis, ce sera un travail de toute une vie pour tout le monde, mais pour certains, ce sera plus facile que pour d'autres. Ouais. Et tu dois connaître aussi ce courant, mais ça m'a fait penser en préparant cette interview. Là, le nom m'échappe, mais en gros, c'est un livre qui est sorti et beaucoup de gens qui disent qu'on est dans une société qui en gros, dans une sorte de tyrannie du bonheur. Quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui mettent en valeur les clés du bonheur, ce qu'il faut faire pour être heureux, leur propre bonheur, ça touche tous les domaines de la vie, donc le sport, la santé, l'entrepreneuriat, et ça peut mettre une énorme pression et enfin voilà, et une sorte de tyrannie du bonheur où aujourd'hui il faut être heureux, sinon en gros on a raté sa vie, quoi. Et je crois que c'est le livre, il s'appelle Happycracy. Oui, c'est ça, Happycracy, exactement. Je sais plus qui l'a écrit, je suis en train de chercher. C'est exactement ça, et je voulais avoir ton avis dessus. Enfin, je sais que moi, que c'est quelque chose, bon, je me suis jamais vraiment posé la question, mais je sais que mon mari partage énormément cet avis. Enfin, et je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça. Oui, pour moi, c'est un peu ce qu'on a dit. Ouais. Sur le fait que ça doit pas être une obligation et qu'il y a énormément. Voilà, on parlait des voix extérieures, mais le fait de toutes ces voix qui nous disent qu'on doit être heureux, ça fait partie d'une voix extérieure en plus. Et c'est pour ça que dans le discours aux étudiants, par exemple, je finis, mes derniers mots, c'est ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas moi, écoutez-vous. Arrêtez d'écouter ces gens qui viennent dans des estrades, qui disent qu'ils ont la science infuse, qui ont des conseils à vous donner, voire même des ordres, des conseils très appuyés. Pour moi, c'est vraiment l'inverse de ça. C'est remettez tout ça en question et n'écoutez au début, en tout cas, que vous. N'écoutez que vous. C'est pas un message égoïste, c'est pas un message égocentrique. C'est un message qui commence en soi. C'est le départ du voyage. Il commence en nous. Cette révolution intérieure, elle commence par s'écouter soi. Et puis, ce voyage, il va d'office aller vers les autres. Donc d'office, j'ai jamais vu un groupe de réflexion, j'ai jamais vu un groupe de méditation, un groupe de yoga ou de coaching ou des week-ends de coaching où on essaye de se sonder, de se connaître. J'ai jamais vu des lieux comme ça où finalement on sort chacun chez soi, chacun pour soi, en parlant que de ses problèmes. Il y a d'office, en parlant, en sondant son fort intérieur, il y a d'office quelque chose qui se déclenche, qui est de l'ordre du lien vers les autres. On se rend compte à ce moment-là, en se séparant des messages individualistes du système, en s'éloignant de ça, d'office, on va finir par se rapprocher de ce qui nous lie tous. Et donc forcément, se rapprocher de soi et s'écouter soi, c'est pas un message égocentrique, c'est un message de lien, d'union et de changement sociétal. Donc par rapport à la happycracy, c'est pareil, c'est qu'est-ce que ça vous dit par rapport à vous, remettez ça aussi en question, tout comme les autres messages extérieurs, parce que c'est vous qui avez la clé de ce qui vous est propre, de ce qui vous est vraiment propre par rapport à votre joie, votre boussole intérieure, vos passions, là où vous voulez mettre vos priorités. Oui, complètement. C'est bientôt fini, ne t'inquiète pas. J'ai encore quelques questions parce que je sais que c'est long là. Non,
au sujet des enfants. J'ai encore voilà, 2-3 questions au sujet des enfants et puis après les dernières questions que je pose en fin d'interview. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. On en a beaucoup parlé bien sûr dans l'interview déjà, mais en tant que jeune maman, voilà, c'est vraiment des questions que je me pose tout le temps au sujet de l'éducation, au sujet de... Enfin, moi, comme toi, je pense que j'étais destinée à des études de journalisme et j'ai fait une école de commerce et voilà, enfin, bref. J'ai aussi eu un père qui a mis beaucoup de pression sur mes épaules sur ce qui devait être la voie royale, alors que pas forcément. Toi, je sais que tu as 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, concrètement? Enfin, est-ce que tu mets en place concrètement des actions pour que tes enfants, justement, s'écoutent, écoutent leurs rêves, leurs choix et ne reproduisent pas forcément ce que toi, tu as fait, en passant de ingénieur à artiste? Oui, forcément. C'est très dur, hein, parce que c'est une chose de le dire et de l'avoir vécu soi-même. Et puis, avoir des enfants, ça ravive tout exponentiellement. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je leur disais ou que je leur faisais faire et qui étaient en fait en contradiction totale avec ce que moi je lisais, j'écrivais et je disais aux autres. Être parent, c'est encore différent parce que j'ai l'impression que ces voix transgénérationnelles, elles reviennent encore beaucoup plus fort que quand c'est pour nous-mêmes. Parce que là, on parle vraiment de l'éducation que l'on a reçue, qui est vraiment le bastion du socle éducationnel, forcément, que l'on a reçu aussi. Donc, voilà, déjà, dire que c'est très difficile de faire la part. Mais voilà, rester indulgent par rapport à ce que l'on fait en tant que parent. Et autant que faire se peut, mettre en pratique ce qu'on a dit pendant cette dernière heure. Donc, c'est les éveiller à tout sans leur mettre d'étiquette, être un bon mentor. Ken Robinson parle beaucoup de mentoring dans son livre. Et les parents devraient être tous à la base les premiers, les meilleurs mentors. Et un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est surtout à l'écoute. On pense souvent que être un parent, c'est donner des conseils et dire des choses. En fait, c'est surtout être à l'écoute et de voir cet enfant, si je l'éveille et je lui fais faire plein d'expériences différentes, c'est à quoi qu'il réagit le mieux, c'est quoi qu'il préfère, c'est quoi qu'il aime. C'est le prémunir face à toutes ces menaces du système en place, qui ne sont pas celles que l'on pense a priori, mais c'est les menaces, par exemple, de la publicité, de ces voies extérieures. C'est le prémunir face à ces voies extérieures, du luxe, de l'ostentatoire, de l'accumulation, de la compétition. Leur dire que la pub, c'est pas du tout d'information, par exemple. Les ouvrir à l'amour, à la bienveillance, au sentiment, tout ce qui n'est pas enseigné à l'école. Je pense que l'école, ça nous forme à plein de choses, mais ça nous apprend à apprendre, ça nous apprend les relations sociales, mais les relations sociales dans un mode jungle, quoi. Hein. Moi, quand je vais, ou quand j'allais chercher mon fils à la cour de récré, tout le monde était en train de se taper sur la gueule et voilà, il n'y a pas de réflexion par rapport à ça. On dit c'est normal, les enfants sont un peu sauvages. Il n'y a pas d'apprentissage de la bienveillance, de l'empathie, de voir qu'est-ce qu'il ressent l'autre, si je lui tape dessus, comment est-ce que je pourrais exprimer ça autrement. Donc voilà, oui, il y a énormément qui se fait, qui se dit aujourd'hui par rapport à ça. J'aime beaucoup un autre livre que je conseille à la fin en bibliographie, qui est celui de Susan Jeffers, qui parle des peurs et qui parle aussi des peurs des parents. Il y a un passage comme ça que j'aime beaucoup qui est repris tel quel d'ailleurs en citation dans le livre, où il parle de la peur des parents et où je crois que tu posais une question sur comment avoir confiance en soi, et elle pose cette même question, mais comment est-ce que, ou pourquoi on a si peu confiance en nous? Et elle dit que la racine est dans chaque départ à l'école où les parents nous disent fais attention. Elle dit que c'est super, c'est très... c'est très mauvais pour l'estime de soi d'un enfant de partir chaque matin à l'école en entendant, en écoutant ses parents qui lui disent « Fais bien attention à tout, fais bien attention. » Répéter tous les jours, les uns après les autres. Fais attention, dans la tête de l'enfant, ça veut dire en fait, il y a plein de dangers, quoi. Si je dois faire attention, ça veut dire qu'il y a plein de dangers là-dehors et que je dois faire gaffe. Non seulement qu'il y a plein de dangers, mais qu'en plus, mon père et ma mère ont
ont l'impression de me dire que je suis pas capable de les surmonter, ces dangers, tu vois. Si on me dit fais attention, c'est que peut-être que je suis pas capable. Et donc, moi, à mes enfants, je leur dis prends des risques. Au lieu de fais attention, c'est prends des risques. Parce que c'est l'inverse, c'est le message inverse. Si je lui dis prends des risques, ça veut dire que le monde n'est pas rempli de dangers. Il est tellement pas rempli de dangers qu'en fait, on peut se permettre de prendre certains risques. On sera capable de les mettre à profit, de les surmonter et d'en faire quelque chose de bien. Mais c'est dur. Et les mamans et les papas, quand je dis ça, elles sont un peu effrayées. Ouais, ça fait Mais peur. en fait, je peux me permettre de. Enfin, je dirais pas ça si mon fils était Bien à sûr. Gaza ou tu Ouais. vois. Je peux me permettre de lui dire ça parce que j'ai la chance de vivre dans un environnement, enfin la chance ou la malchance d'être dans un environnement qui est sursécurisé. Dans n'importe quelle école en France ou en Belgique, le gosse il a extrêmement peu de risques de quoi que ce soit. Tout est voilà clôturé, il y a 36 surveillants. Donc, quand je lui dis prendre des risques, voilà, je sais que l'école ne va pas le laisser sortir devant une autoroute. Donc, les risques, ils sont mesurés. Voilà, il y a toujours cette mesure qui est là. Mais dans certains environnements, je pense que c'est vraiment important de renforcer cette confiance de l'enfant en lui disant qu'il sera capable de surmonter les problèmes éventuels. Ok. Toi, ta reconnexion à toi, euh, quel bouleversement ça a amené, enfin, d'un point de vue familial, enfin, je sais pas, tes parents, comment ils ont réagi, ton ex-femme, comment elle a réagi, tes enfants, bon, ils étaient peut-être un petit peu petits, comment ils ont réagi, enfin, pour comprendre un peu l'impact aussi de reconnexion à soi et d'écoute de soi totale. Est-ce qu'il y a eu des répercussions sur le point de vue perso ou au contraire Ouais. des super réactions et des personnes qui t'ont admiré, quoi, qui ont eu envie de faire comme toi et comment ça s'est passé? Mais oui, forcément, quand on change de vie, il y a d'office des impacts à tous les niveaux. Donc oui, moi je me suis rendu compte à un moment donné que ma vie familiale n'était pas alignée avec qui j'étais en train de devenir, en tout cas avec la personne que j'étais réellement. Mm. Donc forcément, ça a posé des problèmes. Après quelques années, on a divorcé. Il y a eu une garde alternée de l'enfant. Puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis depuis 9 ans, qui était totalement aligné avec qui j'étais. Donc on fait ce chemin ensemble et c'est génial. Donc oui, forcément, il y a des choses, quand il y a évolution, vers d'autres choses, il y a forcément un environnement, que ce soit familial ou que ce soit d'amis, que ce soit professionnel, que l'on laisse derrière nous parce que c'était l'environnement de la personne que l'on croyait être. Et on va vers la personne que nous sommes vraiment. Et donc, on va aller vers la personne qui nous correspond vraiment en amour, le job qui nous correspond vraiment professionnellement, et les amis qui nous correspondent vraiment par rapport à cette nouvelle philosophie de vie. Donc oui, il y a eu des chamboulements. Voilà, le plus dur, forcément, ça a été au niveau familial. Ça a été, je le raconte dans le livre, le choix le plus difficile de tous, de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire subir à mon fils, quoi. Mais bon, voilà, mon fils, c'est presque 10 ans plus tard, il a 12 ans, il se porte très très bien, il va très bien et je sais maintenant que c'était le bon choix parce qu'il voit un père qui est bien dans ses baskets, qui est en accord avec ses principes, qui a des valeurs qu'il peut défendre et moi je peux lui passer les valeurs qui sont les miennes réellement. Donc pour moi c'est comme tout le reste, ça a été inconfortable pendant un temps, comme tout le reste ça a été douloureux forcément. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas s'attarder ou s'arrêter à cette douleur de la recherche, cette douleur qui, je pense, est très difficile de dissocier à la recherche et la quête de soi, mais qui est un obstacle qu'on peut tous franchir et qui est une invitation à aller vers un mieux. Quels sont tes projets aujourd'hui? Alors mes projets, j'en ai pas mal. Et ils sont super excitants. Là, on est à un point où je pense les galeries vont commencer à rouvrir. Donc, il y a des projets d'expo qui commencent. J'ai certaines commandes d'architectes que j'aime beaucoup qui sont venus frapper à ma porte.
Et au niveau de l'écriture, il y a mon livre Matin clair, donc qui continue son bonhomme de chemin. Et donc j'ai toujours des retours. Il a été traduit à l'espagnol, donc il y a des retours de mon pays natal aussi. Il va sortir en poche. Il a déjà été racheté pour une sortie au printemps de l'année prochaine. Donc voilà, Matin clair a vraiment débloqué quelque chose là qui moi me fascine et que j'adore, qui est celui de devenir un canal de ce message qui parle à beaucoup de monde, qui aide beaucoup de monde. Et donc moi, ça me conforte dans le fait de continuer. Et donc, il y a des conférences qui se mettent en place aussi. Il y a tout un cycle de conférences qui est en train de se créer. À côté de ça, j'ai continué à écrire. Donc là, j'ai déjà écrit presque 250 ou 300 pages d'autre chose, Génial. qui est une fiction. Donc c'est tout ce qui me touche, tout ce qui m'attire, tout ce qui me parle, mais c'est venu à moi sous forme de fiction. Ok. Donc il y a ça, et puis voilà, il y a un autre projet, mais ça je peux pas encore en parler, qui est m'excite beaucoup aussi. Merci infiniment, Pedro. On va finir par les petites questions que je pose toujours en fin d'interview. L'idée, c'est d'y répondre assez rapidement. Les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, dans tes conférences. Que l'on me pose le plus, c'est comment vaincre ses peurs. Je crois que c'est celle-là qui revient le plus. Comment faire, comment vaincre ses peurs pour changer. Parce que si on vient à une conférence ou qu'on lit le livre, c'est qu'on est déjà en questionnement, qu'on est déjà en chemin, mais que l'on ne se sent pas assez fort, à tort souvent, on ne se sent pas prêt ou assez fort pour changer. Du coup, les questions qui reviennent, c'est souvent, est-ce qu'il n'y aurait pas une recette secrète, une baguette magique pour me faire changer comme ça du jour au lendemain? Et la réponse est toujours très décevante, forcément, et on en a parlé en long et en large. Je sais que ça prend du temps, qu'il y a beaucoup d'étapes. Tes citations préférées? Ah ouais, il y a une citation de Christiane Singer que j'aime beaucoup, qui dit, et là je suis en train de la lire, parce qu'on me l'a renvoyée récemment, il a beaucoup fait pour le monde, celui qui n'y laisse aucune trace de ses blessures, de ses souffrances et de ses ressentiments. Et ça parle, moi je lis ça à nouveau au niveau du transgénérationnel. On a beaucoup parlé du transgénérationnel par rapport à ce que l'on reçoit de notre passé. Ouais. Mais ici, ça me parle par rapport à ce que l'on laisse aux suivants, à nos enfants. Et il y a vraiment cette idée de se dire que tout le travail que l'on fait sur soi, ce sera jamais égoïste, parce que déjà, ce sera des choses en moins que l'on aura transférées à nos enfants. Et donc rien que pour ça, déjà, on peut jamais dire que c'est un travail égoïste, que le travail sur soi, parce que je sais qu'il y a des choses que je ne transfère plus, en tout cas plus de la façon dont moi je l'ai reçu. Ce sera peut-être transféré quand même, parce qu'il y a un niveau énergétique, un niveau subtil qu'on maîtrise pas. On sera jamais tous des saints. Et c'est un travail qui prend toute une vie, mais en tout cas, ce sera atténué, on fera passer moins de choses ou en moins fort. C'est très important. Exactement. Anne Cazobon, qui est coach en développement personnel que j'ai reçu sur le podcast, elle dit « Un parent qui se soigne, c'est un enfant qui va bien ». Et c'est vrai. Voilà, j'avais vu ça. Ouais, j'avais vu cette citation chez toi et j'adore. Ouais, ça me parle beaucoup. Vrai. Et une autre citation que j'aime beaucoup, c'est un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il faut aussi tout un village pour faire un adulte. Ouais. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, à nouveau, pour ce pouvoir du groupe. Pas hésiter à créer des villages autour de chaque enfant, mais aussi autour de chaque adulte. Parce qu'on a tous besoin de villages pour avoir le courage de changer dans cette période. Ouais, exactement. Tu en as cité beaucoup, mais je ne sais pas si tu veux encore en citer un. Tes livres préférés? Mais tu en as cité beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup dans le... j'ai fait une bibliographie exprès à la fin. Il y a beaucoup de Jodorowsky, j'adore Jodorowsky. Ouais. Donc il est magnifique en tout ce qui touche à la métagénéalogie, au transgénérationnel. Forcément, on a parlé aussi beaucoup de Ken Robinson. Pour tous les ingénieurs qui nous écoutent, il y a le livre de Philippe Biwix sur les low-tech, l'âge des low-tech.
comment être ingénieur sans tomber dans le high-tech qui est extrêmement énergivore. Et donc quand même vivre avec un certain rythme de vie en utilisant la technologie, mais de la façon la plus sobre possible. Et puis en fait, moi, j'adore la fiction. Et donc, je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire de la fiction. Moi, je suis un fan de fiction, de séries, de films. Et donc, j'adore Carrère, par exemple, qui paradoxalement fait un style qui n'est pas totalement de la fiction, mais voilà, j'adore son style, j'adore son dernier, Yoga, qui parle de beaucoup de thèmes, de la joie, du bonheur, etc. D'un point de vue un peu plus pessimiste, un peu plus noir que ce qu'on a parlé ici, mais voilà, c'est super intéressant aussi de toucher au réel noirceur, aux réelles difficultés pour atteindre cette joie. J'ai adoré Dans la forêt de Egland, qui est un récit collapso, qui est super. J'adore Le nom du vent de Patrick Rothfuss, qui est une trilogie un peu fantastique. J'ai adoré les derniers de Goncourt, j'ai adoré L'Anomalie, j'ai adoré Tous les hommes n'habitent pas la terre de la même manière. Voilà, beaucoup de livres que j'ai adorés. Ça a fait de la lecture. Ouais. Tes rencontres ou ta rencontre qui t'a le plus marqué? Mais je dois réprimer une émotion là. Je pense que c'est mon père. Ouais. Par sa présence et par son manque. Ouais. Un échec que tu aurais vécu et que tu aurais surmonté? C'est l'échec de faire carrière dans une grande multinationale. C'est un échec que je porte avec fierté. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement? C'est du yoga. Et ça, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est hyper flagrant. Le yoga ou les étirements, enfin, pour quelqu'un comme moi qui est très très longtemps assis, j'écris beaucoup sur mon ordinateur. Le yoga, je me rends compte qu'en fait, si j'arrête, c'est directement des mots de dos, des mots. Ouais. Donc, les étirements, c'est devenu vraiment obligatoire dans ma routine. Une routine de sommeil aussi. J'hésite pas à faire des siestes. J'hésite pas à vraiment prioriser ça parce que c'est ça qui va. Et à nouveau, voilà, on retombe sur quels sont les méfaits de la société actuelle qui. J'ai l'impression, c'est pas complotiste du tout, mais elle se nourrit vraiment de notre fatigue, elle se nourrit vraiment du fait qu'on n'a pas le temps pour nous, pour penser à ce qu'on veut vraiment. C'est vraiment tout est fait pour que l'on n'ait pas le temps, qu'on ait peur de cette introspection, donc on nous fait travailler beaucoup, dormir peu. Et moi, j'essaye de faire tout l'inverse. J'essaie vraiment de me reposer le plus possible pour être serein, pour avoir les idées claires, avoir un lien privilégié avec mes enfants, mais aussi avec moi-même. Donc voilà, la méditation, c'est quelque chose que j'essaie de faire le plus souvent possible. D'accord. Et ma dernière question, ma question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement? Ah ouais, t'as laissé le plus dur pour la fin. On a parlé du risque. Donc pour moi, les risques, ce serait quelque chose qui éveille en nous l'idée d'un danger. Donc c'est un flag, le risque, c'est un flag qui nous indique qu'il y a un danger. Et le tout, pour moi, c'est d'être capable de faire la part des choses entre les risques nécessaires, les risques que l'on peut prendre et les réels risques qui sont en fait de moins en moins nombreux. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, on avait des risques mortels, mais 1000 fois par jour. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de danger mortel nulle part. J'ai dit beaucoup de mal de la société capitaliste en place, mais il y a quand même ce
ce côté rassurant qui est qu'on n'a plus aucun risque de mort, ou presque, de nos jours. Et donc, à partir du moment, et ça, on en revient à mon expérience d'éveil, qui est d'avoir côtoyé la mort, d'avoir cet éveil existentiel. À partir du moment où on a côtoyé la mort et qu'on se rend compte qu'en fait, la mort, on va la côtoyer très peu dans notre vie, mais tous les autres risques deviennent presque abordables, quoi. Parce que tous les risques, à partir du moment où le risque, où tout ce qu'on va faire ne va pas nous mettre en danger de mort, ce qui est le cas pour 90% des choix que l'on peut faire, mais ils deviennent tous accessibles. Donc oui, c'est important, très important pour moi, ce terme de risque et de risque qui vaut la peine. Et ton autre question, il y avait le risque, il y avait les risques nécessaires pour vivre pleinement, selon toi. Mais chacun a les siens, les risques nécessaires. Chacun a les siens et c'est très important, comme on disait, de faire la part des choses. Pour moi, les risques nécessaires, ce sont toutes ces étapes ou tous ces obstacles qu'il y a sur la voie qui mènent à qui l'on est vraiment. Donc pour moi, un risque nécessaire, c'était par exemple de demander ce temps partiel et prendre le risque d'être mal vu. C'est un risque qui était nécessaire parce qu'il était pile sur la voie de ce que je voulais faire. J'étais obligé de faire ça si je voulais avoir plus de temps. J'avais tout fait, j'avais plus de temps suffisant que pour continuer. Il y avait un obstacle qui était pile sur la voie et le risque nécessaire, c'était de le surmonter pour continuer. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, Laura. Merci beaucoup, Pedro. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.